Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, avant d'appeler l'examen des questions au gouvernement, je voudrais, au nom de la représentation nationale, saluer le courage et la mobilisation des habitants de notre pays dans les heures difficiles que nous traversons. Chaque jour, en effet, le noir bilan du coronavirus alourdit un peu plus. Des consignes sévères ont été données. J'observe que, dans leur immense majorité, nos concitoyennes et nos concitoyens les respectent, contribuant ainsi à enrayer la progression de la pandémie. Pour autant, le pays n'est pas à l'arrêt. La France lutte et elle surmontera cette épreuve. C'est pour cela que nous siégeons, certes en format très restreint, mais nous siégeons pour assurer notre mission constitutionnelle et faire vivre notre vie démocratique. C'est pour cela aussi que d'innombrables professionnels de santé, du secours, du soin et de l'aide, fonctionnaires de tous secteurs, militaires, cheminots, transporteurs, livreurs et tous les acteurs de la logistique, paysans, ouvriers, pêcheurs et professionnels indispensables à la vie économique et sociale de notre pays, font tous les efforts pour maintenir chaque jour les activités essentielles. Ces citoyens engagés aux côtés de tous les autres, je les salue et je sais que vous tous ici les saluez comme moi. Parce qu'ils travaillent à sauver des vies, parce qu'ils s'exposent pour la collectivité, ils méritent plus que notre gratitude. Je veux leur dire notre admiration. La France est forte et elle le prouve dans cette confrontation avec un péril sournois qu'elle est décidée à vaincre. Cette guerre, car c'est une guerre, a endeuillé de nombreuses familles. Nous partageons leurs peines, nous partageons les souffrances de toutes celles et de tous ceux qui sont touchés par la maladie ou qui s'inquiètent pour un proche. Avoir un ami en réanimation sans pouvoir lui rendre visite, perdre un parent sans pouvoir s'incliner sur sa tombe, c'est un redoublement de la douleur. Et cette douleur est la nôtre, à nous, représentants de la nation tout entière. La pandémie a aussi endeuillé notre République, en enlevant la vie à notre ancien collègue Patrick Devedjian, qui, pendant plus de 30 ans, soit comme député, soit comme ministre, siégea dans cet hémicycle. Je n'ai pas besoin de rappeler quel orateur il fut, tout feu, tout flamme, inspirant le respect à ses adversaires eux-mêmes par l'étendue de sa culture, son indépendance d'esprit et son brio. À sa famille, à ses amis et à ses collaborateurs, j'adresse les condoléances émues de la représentation nationale. Enfin, notre Assemblée s'est trouvée endeuillée par la disparition de notre collègue Jean-François Césarini, qui luttait depuis 3 années contre une autre maladie tout aussi redoutable. Dans ces derniers jours de mandat encore, il mettait son expérience de patient au service de la France en offrant à tous un parcours numérique pour que chacun puisse effectuer ses démarches en ligne durant le confinement. Et son dernier acte politique fut pour saluer l'action du ministre de la Santé et des personnels soignants contre le Covid-19. Chez Jean-François Césarini, l'altruisme allait de pair avec un profond humanisme, un humanisme en action qui passait par l'engagement public, l'innovation technologique et aussi la culture. Il aimait la poésie, le théâtre et la chanson. Héritier des Lumières, il savait le pouvoir des arts dans le progrès des individus et des sociétés. Amoureux d'Avignon, sa ville natale, il y avait pris fait et cause pour la French Tech Culture au service du développement local. Au Palais Bourbon, nous retiendrons le sourire de ce social-démocrate, citoyen du monde qui portait haut les idéaux de fraternité humaine. Je prononcerai son éloge funèbre lors d'une prochaine séance. Je vous demande de bien vouloir observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous rappelle que dans le contexte de la crise actuelle, la conférence des présidents a établi des règles dérogatoires d'organisation à nos séances de questions. Ne sont présents qu'un nombre limité de ministres et un seul député par groupe. Les questions ayant le même thème sont regroupées, comme chaque question faisant l'objet d'une réponse spécifique. Le nombre de questions est réduit. En revanche, les temps de parole sont les temps usuels, 2 minutes par question et autant par réponse, réplique ou contre-réplique éventuellement comprise. Afin de limiter au maximum l'effectif des personnels présents, je vous indique que la liste des orateurs dont vous avez eu connaissance n'est pas affichée sur les écrans durant la séance. Je vous remercie de votre compréhension. Enfin, les règles sanitaires désormais habituelles continuent à prévaloir, notamment les mesures suivantes. Nettoyage des micros en cours de séance. Je vous rappelle qu'il est demandé de ne pas poser les mains sur les micros et d'utiliser des micros différents. Respect des distances entre les participants, entrée et sortie échelonnée. Nous commençons notre séance par des questions portant sur la crise du Covid-19 en général et notamment le thème de la santé. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Dans la grave crise que nous traversons, je voudrais, au nom des députés Les Républicains, exprimer notre solidarité et notre compassion à toutes les victimes du Covid-19 et à leurs familles. Et je veux aussi, évidemment, exprimer une pensée particulière pour la mémoire de nos collègues Patrick Devedjian et Jean-François Cesarini. La semaine dernière encore, ma collègue Virginie Duby-Muller, au nom des Républicains, exprimait notre incompréhension et regrettait l'absence d'une politique de dépistage massif dans notre pays. Le dépistage a une triple vertu. Il permet d'identifier d'abord les malades, de les isoler par rapport à leur famille, de protéger l'entourage et de ne pas attendre enfin des complications éventuelles. Les pays qui ont la plus faible mortalité, Monsieur le Premier ministre, sont les pays, que ce soit l'Asie du Sud-Est ou en Europe, nos voisins allemands, qui testent massivement. Vous avez annoncé il y a quelques jours un virage, un changement de cap. Nous nous en réjouissons, mais nous ne comprenons toujours pas votre stratégie. Vous annoncez que vous dépisterez massivement, mais pour l'essentiel en sortie de confinement, c'est-à-dire que lorsque la pandémie sera pour l'essentiel derrière nous. Vous nous parlez d'un objectif de 100 000 tests par jour, mais pour le mois de juin. D'ici là, on passerait quand même de 5 000 tests réalisés par semaine actuellement à 20 000 tests par semaine dès la semaine prochaine. Vous en conviendrez, ce n'est pas encore à la hauteur du besoin dans notre pays. Alors ma question est très simple. Qui va profiter de ce surcroît de tests supplémentaires? Êtes-vous prêt à concentrer l'effort sur les établissements pour personnes âgées? Les personnes âgées sont les plus vulnérables, les plus fragiles face à ce virus et l'enfermement en chambre dans les EHPAD n'est pas une solution qui pourra durer bien longtemps. N'attendons pas l'hécatombe. Quelle politique de dépistage systématique, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à mettre en place pour les soigner les plus tôt possible? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marleix, vous posez la question des tests. Je vais peut-être renouveler des explications que nous avons pu fournir à la Nation samedi dernier lors d'une conférence de presse. Tout d'abord, vous dire qu'il y a 3 méthodes de test. Une méthode de test dite par PCR, qui est la méthode qui est sûre, que nous exerçons en France, comme dans l'ensemble des pays du monde, le font sur leur territoire. Une technique qui est lourde, qui passe par des plateformes PCR, des plateformes technologiques. Nous en avons acheté de nouvelles, qui sont réparties aux 4 coins du territoire national, dans les Antilles évidemment incluses. Et ces tests PCR montent en puissance. Nous sommes désormais au-dessus de 20 000 tests réalisables par jour et nous serons à 50 000 tests au jour d'ici la fin du mois d'avril. Comme l'épidémie progresse, qu'il y a de plus en plus de nouveaux malades, et notamment des soignants malades, des personnes fragiles malades, des personnes hospitalisées malades, ou des personnes en EHPAD, ou des gens qui travaillent en EHPAD, qui peuvent être potentiellement malades ou fragiles et à protéger, l'augmentation de ce nombre de tests permet de dépister systématiquement toutes ces personnes et ces publics prioritaires. Par ailleurs, nous avons expliqué que nous passons des commandes, et nous avons passé des commandes pour des nouveaux tests
Quand je dis nouveau, c'est qu'il n'y a pas un pays qui applique ces politiques de dépistage par test rapide depuis des jours et des jours. Ce sont des tests nouveaux qui relèvent de l'innovation, de la recherche et du développement que nous avons achetés. Nous pourrons en fournir aux Français à raison de 30 000 par jour dès le mois d'avril et nous augmenterons progressivement jusqu'à 100 000 tests jour d'ici les 2 prochains mois. Et enfin, le troisième volet de ces méthodes de dépistage, c'est le volet des sérologies. Ça, c'est très important. C'est ce qui permettra, par une prise de sang ou un prélèvement de sang, de déterminer si quelqu'un a été malade, en contact avec le virus, et si donc il est immunisé contre le virus, et donc, si je puis me permettre l'expression, s'il est tranquille vis-à-vis de cette maladie. Et je vous redis que les soignants qui travaillent en EHPAD sont des publics absolument prioritaires pour dépister le virus, que ce soit par PCR ou par test rapide. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Michel Kleisbauer pour la question de Madame Michèle de Vaucouleurs. Monsieur le Président, par délégation de Patrick Mignola, président du groupe Modem et apparenté, il me revient de poser au ministre de la Santé et des Solidarités la question de ma collègue Michèle de Vaucouleurs, députée des Yvelines, à laquelle vous me permettrez d'y associer Justine Bénin, Nathalie Elimas, Brahim Amouche, Cyril Isaac Sibyl et Bruno Millem, tous membres de la Commission des Affaires sociales. La situation, et vous venez d'en parler, Monsieur le Ministre, la situation sanitaire particulièrement préoccupante dans les EHPAD, à l'heure où nous nous réunissons, doit nous amener à repenser profondément la prise en charge de la dépendance en structure, mais aussi à domicile. Ce dossier mobilise depuis le début de la mandature notre Assemblée, impatiente à ce titre, de se remettre au travail afin de donner corps à une prise en charge plus satisfaisante de nos aînés. Au moment où nous parlons, alors que les personnels soignants et administratifs des EHPAD se démènent, la prise en charge à domicile est mise elle aussi en difficulté en raison de nombreux arrêts maladie des personnes aidantes à domicile. Dans ce contexte, il apparaît à mes collègues de la Commission des Affaires sociales opportun d'anticiper la publication du décret d'application du congé proche aidant, mesure prescrite par l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui prévoit une indemnisation du congé pour le proche aidant. Car rappelons-le, c'est près de 11 millions de Français, soit 1 sur 6, qui sont aujourd'hui des aidants réguliers mais non professionnels, qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Ainsi, vous comprenez l'intérêt que portent mes collègues de la Commission à ce que les aidants qui le souhaitent puissent le plus vite possible se consacrer pleinement à l'accompagnement d'un proche. Aussi, Monsieur le Ministre, le décret d'application de cette mesure est prévu d'ici octobre 2020. Ne serait-il pas une mesure de justice sociale que d'avancer la mise en application d'une telle mesure? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous m'interrogez sur la situation particulière des aidants pendant l'épidémie et je vous en remercie parce que la question des aidants est une question primordiale et ça me donne l'occasion de peut-être faire le point. D'abord, vous dire que sur la question du congé proche aidant, qui est une avancée majeure du dernier budget de la sécurité sociale, je mets tout en œuvre pour que nous puissions prendre un tel décret dans les meilleurs délais pour qu'il puisse être appliqué au plus tôt possible. J'entends votre sollicitation et j'y suis extrêmement sensible. Vous dire également que les aidants, parce qu'ils prennent soin des personnes les plus fragiles au quotidien, font partie des cadres exceptionnels dérogatoires qui leur permet à la fois de circuler pour aller voir leurs proches malades en situation de handicap ou en perte d'autonomie. C'est une exception à l'interdiction de déplacement et une exception aussi importante au fait que les personnes âgées doivent rester chez elles, confinées et le plus éloignées possible des autres personnes. Elles ne peuvent pas faire sans leurs aidants. Il était normal que la nation le reconnaisse par tous les moyens. Au-delà de la question des personnes fragiles en EHPAD, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, il y a aussi la question du handicap et notamment des enfants en situation de handicap. Un certain nombre de structures sont fermées, mais les services doivent rester disponibles pour les parents qui en ont besoin, même à distance, même par téléphone ou en visio. Vous dire que j'ai confié une mission à Jérôme Guedj, ancien parlementaire, sur la question particulière de prendre soin des personnes âgées et fragiles à domicile. Elles sont plus d'1 300 000 personnes âgées concernées. Nous travaillons en fait au jour le jour pour promouvoir des dispositifs. Il en existe et je remercie les élus locaux pour leur engagement sans faille
au quotidien, qui par l'action des CCAS, par l'action des tissus associatifs, des collectivités territoriales, prennent des nouvelles, appellent, contactent et permettent de prendre soin des personnes lorsqu'elles sont isolées. Je remercie aussi la Croix-Rouge, des ONG, des associations avec lesquelles nous travaillons, ainsi que Christelle Dubos, secrétaire d'État en charge des personnes âgées. Et sur la question du handicap, je ferai une communication très prochainement avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès des personnes en situation de handicap, pour que nous puissions aussi promouvoir des solutions innovantes de solidarité dans la période. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, face à la crise du coronavirus, mon groupe que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui m'a transmis de nombreuses questions et je vais en aborder deux. La première porte sur la réanimation. Vous avez annoncé samedi dernier vouloir augmenter la capacité de notre pays à 14 000 places contre 10 000 actuellement et 5 000 initialement, et je vous en remercie. Au-delà de cette annonce se pose la question des stocks de médicaments qui sont utilisés en réanimation, et en particulier les curares, le curare cisatracurium ou encore le midalosam hypnotique, qui sont des anesthésiques. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, me confirmer que la France dispose de stocks suffisants pour faire fonctionner ces 14 000 places de réanimation, et si oui, sur quel horizon de temps? Par ailleurs, se pose également la question de la post-réanimation qui est nécessaire pour tous les patients qui ont subi une réanimation de manière aiguë. Et je souhaiterais sur ce point, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez nous indiquer le nombre de places disponibles. Ma deuxième question portera sur les Outre-mer. Vous le savez, des premiers cas de coronavirus sont apparus et la situation va être très compliquée, du fait déjà de la situation insulaire, du fait des carences des hôpitaux sur place, du fait de la difficulté à maintenir du confinement quand les températures avoisinent d'ores et déjà 30 degrés, comme cela est le cas, et du fait du manque de masques. À ce sujet, Monsieur le Premier ministre, à La Réunion, par exemple, la ministre a indiqué hier que le quota de 420 000 masques prévu pour l'île était déjà reçu via 2 commandes. Pourtant, les professionnels de santé continuent d'alerter sur le manque de matériel de protection. Je cite l'exemple de La Réunion, mais c'est partout aussi ailleurs le cas. Aussi, je souhaiterais que vous puissiez m'indiquer quel est exactement le stock de masques et de tests dans les Outre-mer dont les habitants vont pouvoir bénéficier. Je vous en remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente. Vous posez beaucoup de questions et demandez beaucoup de chiffres. Vous m'avez adressé un courrier il y a encore peu de temps avec, je crois, près de 25 questions précises qui sont posées. C'est parfaitement légitime et vous vous doutez bien, Madame la Présidente, que j'essaierai d'apporter toutes les réponses le plus précisément possible. Dans cette période où nos concitoyens sont en attente légitime de réponses précises, j'essaie de répondre le plus précisément possible. Et quand je n'ai pas le chiffre de tête, vous me demandez le stock de masques dans tel ou tel département. Alors, dans ce cas, je préfère vous renvoyer à une réponse plus complète par écrit ou à l'occasion d'une prochaine rencontre. Mais je veux quand même répondre aux 2 questions que vous posez. La première, et je vais commencer par la seconde, et je terminerai par la première. La première question à laquelle je voudrais répondre, c'est la question des Outre-mer. Vous l'avez dit, l'insularité, à l'exception de la Guyane, mais l'insularité est un sujet qui est à prendre en compte dans l'organisation des soins. Nous connaissons la fragilité sanitaire de ces territoires. Elle n'est pas neuve, elle est ancienne, elle est parfois contrecarrée par des projets d'investissement massifs. Vous connaissez comme moi le projet, plus exactement la construction actuellement de l'hôpital en Guadeloupe, d'un nouvel hôpital très résilient, très performant. Il n'est pas encore achevé et donc nous savons la situation sanitaire délicate. C'est d'ailleurs parce que nous savons la situation sanitaire délicate que nous avons pris des mesures s'agissant des territoires ultramarins en avance de phase par rapport à la situation épidémique. Nous avons confiné l'ensemble des territoires ultramarins, alors même que dans un certain nombre d'entre eux, le virus ne circulait pas en situation dite épidémique, qu'on était encore dans ce qu'on appelle parfois le stade 1 ou le stade 2. Pourquoi? Parce que, évidemment, il faut ralentir encore plus la circulation du virus dans ces territoires, compte tenu de la fragilité sanitaire. Et dans le même temps où nous prenions ces mesures, quatorzaine à l'arrivée sur le territoire, limitation stricte des motifs qui permettent d'arriver sur les territoires, confinement généralisé, possibilité pour les préfets de prendre des mesures de couvre-feu, comme nous l'avions indiqué dans le cadre national, mais nous avons incité les préfets sur ces territoires à utiliser ces mesures si elles étaient nécessaires, lorsqu'elles étaient nécessaires. Nous avons parallèlement choisi d'augmenter la capacité d'accueil hospitalière des territoires autant que cela nous était possible. Et j'ai eu l'occasion d'indiquer samedi, je ne peux pas vous redonner précisément ici l'ensemble des chiffres, mais que dans tous les territoires,
Mayotte, Réunion, Antilles, bien entendu, dans tous les territoires, nous allions augmenter la capacité d'accueil en réanimation pour faire en sorte que nous puissions apporter une réponse qui, quoi qu'il arrive, sera une réponse délicate à une situation délicate. Là, je ne veux pas, je veux dire les choses clairement. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de projeter des moyens, y compris des moyens militaires, pour pouvoir soulager les territoires dans leur capacité d'accueil de lits en réanimation. Vous m'interrogez, c'était la première partie de votre question, sur la question des médicaments. Nous avons des stocks, les établissements ont des stocks. Il y a un stock national de ces médicaments, bien entendu. Mais là encore, je veux dire les choses clairement. Partout dans le monde, ça n'est pas propre à la France, vous le savez parfaitement, partout dans le monde, la consommation des médicaments liés à la réanimation est en train d'exploser. Parce que le nombre de réanimations explose littéralement. Si en France, nous sommes passés de 5 000 lits à plus de 10 000 lits, si dans le même temps des exercices comparables, dans des proportions parfois différentes, mais comparables ont été menés en Italie, en Espagne, sont en train d'être menés au Royaume-Uni, sont en train d'être menés aux États-Unis, partout dans le monde, alors évidemment la consommation des molécules nécessaires à la réanimation, placement en réanimation, maintien en réanimation, cette consommation explose. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un plan national qui consiste à avoir des approvisionnements nationaux de façon à pouvoir grouper les commandes et à pouvoir utiliser à la fois la force de commandes groupées et l'influence de la diplomatie française lorsque l'approvisionnement de ces médicaments n'est pas strictement national. Nous avons mis en place cette méthode, nous avons mis en place une méthode qui vise à répartir ces fonds en fonction des besoins dans les régions pour veiller à ce que chacun puisse avoir l'accès aux molécules nécessaires. C'est un exercice qui est un exercice difficile. Nous avons pris des mesures, elles peuvent vous sembler, accessoires ou minimes, elles sont en réalité très importantes. Nous avons par exemple fait en sorte qu'une décision soit prise dans l'Union européenne pour que les médicaments produits dans le territoire de l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne puissent arriver sous une seule forme d'emballage. Ça peut donner, on dit, mais pourquoi est-ce que vous... C'est-à-dire avec des emballages notamment écrits dans une seule langue, en anglais. Nous l'avons fait parce que le simple fait de permettre cette dérogation à une règle qui normalement ne peut pas prévaloir sur notre territoire national a permis à certaines usines d'augmenter par 3 leur production, de se concentrer sur la production du produit et pas sur les spécificités propres à chaque pays. En faisant cela, nous augmentons la capacité à nous doter de médicaments. Et par tous ces moyens-là, nous veillons à faire en sorte que les 8 molécules essentielles, ma science est récente, les 8 molécules essentielles soient bien approvisionnées, mais je ne cache rien des difficultés qui pourraient intervenir, non pas à court terme, probablement pas non plus à moyen terme, mais dans la durée, si l'industrie pharmaceutique, de son côté, n'augmente pas considérablement ses capacités de production, parce que aucune consommation ne résiste à une augmentation de 2000% durablement, hein. Et donc c'est évidemment l'enjeu essentiel de ce combat, qui est un combat collectif et que nous allons mener avec l'ensemble de nos partenaires. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas. Merci, Monsieur le Président. Mes pensées vont d'abord vers la famille de Patrick Devedjian et de Jean-François Cesarini. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vendredi dernier, vous avez annoncé le prolongement du confinement de la population jusqu'au 15 avril prochain, en précisant que les 2 semaines à venir seraient encore plus difficiles. Le comité scientifique sur lequel vous dites vous appuyer avait préconisé 6 semaines. Pourquoi ces annonces de périodes successives de 15 jours qui ne permettent pas d'anticiper, de se préparer et qui créent de la confusion ? Par ailleurs, nous le savons, le confinement ne sera efficace que si nous donnons effectivement les moyens de protéger ceux qui nous protègent. À la pénurie de masques s'ajoute celle des surblouses, des respirateurs, mais aussi des tests dits PCR, qui permettraient d'éviter les contaminations, notamment en milieu hospitalier. Au-delà des milliards qu'on nous annonce vouloir investir, les annonces concrètes concernant leur disponibilité sont systématiquement en décalage avec la réalité. Pouvez-vous nous assurer que les personnels soignants seront suffisamment équipés en matériel et qu'ils seront testés, que les forces de l'ordre seront protégées pour assurer le confinement, que nous aurons la capacité d'équiper correctement les pompiers, les ambulanciers, les personnels des EHPAD, les aides à domicile, tous ceux qui sont envoyés en première ligne et tous ceux qui continuent à travailler pour le bien de tous ? Peut-on disposer de calendriers fiables et précis sur l'ensemble des matériels ainsi que sur leur répartition ? Enfin, quelle est votre stratégie précise pour affronter les semaines à venir ? Le déconfinement ne sera possible qu'en identifiant les personnes immunisées contre le Covid-19, ce qui nécessite de développer au plus vite les tests de sérologie. Quand seront-ils prêts et pour quelle utilisation ? Au-delà des mesures immédiates, urgentes de protection que vous devez aux Français, pouvez-vous nous donner des perspectives, nous éclairer sur votre stratégie de crise et de sortie de crise, dont on sait qu'elle ne pourra qu'être progressive ? Vous devez aux Français d'expliquer non seulement le comment,
mais aussi le pourquoi de vos décisions. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Frédérique Dumas, il y a beaucoup de questions dans votre question. J'entends la question principale qui porte sur la stratégie de protection et sur la stratégie de gestion de l'épidémie ou de lutte contre l'épidémie. Le mot est plus exact de lutte que de gestion, en l'occurrence. D'abord, vous dire qu'il y a une étude intéressante, une étude anglaise, qui est parue hier soir, assez tard, par l'Imperial College de London, et qui s'interroge sur l'effet du confinement. Ça fait partie des questions que vous me posez. Est-ce que le confinement, ça fonctionne? Nous, on l'a dit que ça fonctionnait. La France a pris très tôt des mesures de confinement généralisées, et nous avons eu l'occasion plusieurs fois de dire que c'était le seul moyen de freiner la diffusion d'un virus, dès lors que nous ne maîtrisons pas ce virus en lui-même, parce que faute de vaccins développés à ce stade. L'effet du confinement, il est majeur. D'après cette étude anglaise, dont je n'ai pas de raison de douter, même si je ne la prends pas pour argent comptant, elle tente à montrer qu'en 12 jours de confinement, ce sont 2500 vies qui ont déjà été épargnées dans notre pays, c'est-à-dire que toutes les 8 minutes, nous sauvons une vie en restant chez nous. Et ce nombre va augmenter jour après jour à mesure que le confinement portera ses fruits et fera ses effets. Nous lèverons le confinement lorsqu'il ne sera plus nécessaire, lorsque la circulation active du virus aura cessé. Et lorsque les hôpitaux, qui sont en lutte dans le Grand Est, dans l'Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Corse et dans bien d'autres coins du territoire national, lorsque ces hôpitaux auront réussi à faire face à la vague de patients sévères, de patients graves, qui remplissent les réanimations et qui mobilisent des milliers, des centaines de milliers de soignants et d'acteurs de la protection nationale au quotidien. Nous leur devons la protection, vous l'avez dit, nous l'avons dit. Cette protection, elle passe entre autres par des masques. Nous avons fait toutes les lumières sur les commandes. Je peux même vous les donner à date d'aujourd'hui. Ce sont 1,7 milliard de masques qui ont été commandés en France et à l'étranger et qui vont arriver progressivement. Les arrivées se font quasi quotidiennes par avion et elles sont quotidiennes de la part de nos industries françaises. Et le président de la République a eu l'occasion de dire ce matin que d'ici à la fin de l'année, la France sera désormais autonome dans la durée pour sa propre production de masques. Merci, Monsieur le Ministre, Madame la députée. Monsieur le ministre, je vous ai justement demandé pourquoi vous aviez annoncé 15 jours alors que le comité scientifique demandait 6 semaines. Donc je n'ai pas remis en cause le confinement, bien au contraire. Et la deuxième chose, après, je vous ai dit effectivement, après, comment on peut mettre les décisions d'aujourd'hui en perspective avec les décisions pour demain. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, dans mon hôpital, nous avons 3 jours de stock d'anesthésiques. On doit choisir les patients admis dans notre service en fonction de leur probabilité de s'en sortir. Mais si on en venait à ne plus soigner ou à mal soigner ceux qui peuvent s'en sortir, ce serait vraiment terrible. Voici la souffrance insupportable des soignants. Il manque de tout, de masques, de lits, de personnel, de respirateurs, de tests et maintenant de médicaments. De curares indispensables pour relaxer les muscles lors d'intubation de patients, de sédatifs pour les personnes en réanimation, de morphine, d'antibiotiques. Une catastrophe dans la catastrophe. Le manque de médicaments, c'est l'impossibilité de mettre sous respirateur toutes les personnes qui le devraient. C'est des gens qui vont mourir d'étouffement à cause de douleurs alors qu'on aurait pu les sauver. On ne parle pas de semaines pour une rupture totale de certains de ces médicaments, mais de jours. Vous demandez déjà aux hospitaliers de limiter l'usage de la morphine. La pénurie est déjà là. Vous avez été alerté la semaine dernière par le président de la Commission médicale des hôpitaux de Paris, par l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, sans réponse. Votre gestion de crise, Monsieur le Premier ministre, c'est une gestion de la pénurie. Vous avez affirmé lors de votre conférence de presse, dès que nous aurons le sentiment que la réquisition est nécessaire, il sera procédé à des réquisitions. N'avez-vous toujours pas le sentiment de l'urgence? Nous avons en France le savoir-faire. Qu'attendez-vous pour réquisitionner les moyens de production pour fournir ces médicaments indispensables? Qu'attendez-vous pour nationaliser Luxfer, dernière usine en Europe, à produire des bouteilles d'oxygène médical, ou Famar, qui fabrique 12 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur? Chaque heure compte pour prendre ces décisions vitales, coordonner la production, réquisitionner les entreprises nécessaires, impliquer les travailleurs concernés. C'est ce que nous appelons la planification sanitaire. Nous en sommes là aujourd'hui parce que la loi du marché a eu le dernier mot. Il y a 30 ans, 80% des médicaments étaient produits en Europe. Aujourd'hui, c'est 20%. Organisez le retour de l'État, Monsieur le Premier ministre. Nationalisez, réquisitionnez ou bien laissez-nous faire, sans quoi vous aurez des comptes à rendre, celui d'un naufrage. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Panot,
D'abord, je tiens à corriger quelque chose. La liste pourrait être longue, mais il y a une chose que je corrige immédiatement. Il n'y a aucune demande de limitation de recours à la morphine auprès de qui que ce soit. La morphine, Madame Panot, vous dites que vous avez exigé de la part des soignants qu'ils limitent le recours à la morphine. Je le dis comme ministre de la Santé et des Solidarités et avec gravité, parce que ce n'est pas une information qu'on peut manipuler comme ça pour faire un effet de tribune. Il n'y a aucune demande de limitation de médicaments permettant de lutter contre la douleur, contre les patients. Je le dis. Maintenant, il y a des tensions sur les stocks de produits anesthésiques. Il y a des tensions sur l'utilisation d'un certain nombre de produits dans des hôpitaux. Il y a, le Premier ministre l'a expliqué il y a quelques minutes, un stock stratégique national permettant de faire des commandes massives et de gestion rigoureuse, territorialisée en fonction des besoins exprimés par les établissements de santé et par les médecins libéraux, portant sur 8 molécules d'intérêt majeur. Le Premier ministre a également expliqué qu'il y a parfois une consommation qui a explosé de l'ordre de 2000% pour certains médicaments, pas en France, dans le monde, aux États-Unis, dans toute l'Europe, dans l'Asie, en Afrique, partout. Et donc, quand vous avez tous les pays qui recherchent les mêmes produits au même moment, les capacités de production sont évidemment mises en tension, en France comme ailleurs, de manière à pouvoir apporter toutes les réponses, mais à mesure que l'épidémie augmente, à mesure que le nombre de malades s'accumule dans les hôpitaux et les réanimations, cela met en tension tous les systèmes productifs et tous les systèmes de soins du monde entier. Vouloir faire croire que ce serait un problème franco-français, Madame Panot, je crois n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et pour autant, je n'ai jamais nié et je ne nierai jamais les difficultés lorsqu'elles existent. Et elles peuvent exister. Et c'est pourquoi nous prenons toutes les décisions. La réquisition sur les masques, le 3 mars. La France a été le seul pays en Europe à le faire. Le seul pays en Europe à le faire. Et le président de la République était ce matin pour annoncer que 10 000 respirateurs ont été commandés auprès de l'ensemble des industries productives de notre pays qui sont capables, en l'espace de quelques jours, de réorienter leurs capacités productives pour fournir du matériel de protection et des moyens de soigner les gens. C'est ça l'image de la France, Madame Panot, que je crois que nous pouvons aussi renvoyer dans cet hémicycle. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Elsa Faucillon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. L'Organisation mondiale de la santé n'a cessé depuis le début de l'épidémie d'appeler tous les pays touchés à multiplier les dépistages pour chaque cas symptomatique. Son directeur a encore rappelé hier à Genève qu'il avait un message simple pour tous les pays, tester, tester, tester les gens. Alors, il y a nos voisins allemands qui réalisent désormais 1,5 million de tests de dépistage par semaine. La France n'en réalisait encore la semaine dernière que 5 000 par jour. Vous avez semblé samedi dernier vouloir opérer un changement de stratégie en annonçant la commande massive de tests sérologiques dans l'espoir de pouvoir pratiquer quelques 100 000 tests par jour d'ici la fin du mois de juin. Nous notons cette inflexion stratégique, mais de nombreuses questions persistent. Qu'est-ce qui justifie d'abord que notre pays n'ait pas dès le départ pris la décision de suivre ces recommandations de l'OMS en matière de dépistage ? Cette question en appelle une autre sur la stratégie sanitaire de sortie du confinement de la population, puisque vous avez parlé de fin juin pour la question du dépistage massif. Nos concitoyens aspirent à une information claire sur la stratégie poursuivie, ses perspectives et les projections qui sont les vôtres. Aujourd'hui, les citoyens respectent dans leur grande majorité le confinement et il faut le souligner, apporter notre solidarité. Ils ont d'autant plus besoin d'être éclairés sur la méthodologie. Attendez-vous d'avoir le nombre de tests de dépistage nécessaires pour entamer la stratégie, la sortie du confinement ? Votre objectif est-il encore d'atteindre le seuil de l'immunité de groupe en vous assurant d'ici là de minimiser le nombre de victimes? La sortie sera-t-elle progressive et fonction de la disponibilité des masques pour le grand public? Va-t-on manquer de médicaments? Autant de questions sur lesquelles nous aimerions vous entendre, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Faucillon, je vous remercie pour votre question. Elle pose question sur la stratégie, enfin votre question porte sur la stratégie globale que nous menons et comment est-ce qu'elle est amenée à évoluer, et elle pose un enjeu essentiel que vous avez cité, c'est celui de l'immunisation de la population. C'est-à-dire à partir de quelle proportion de Français immunisés contre le virus, c'est-à-dire ou vaccinés quand le vaccin existe, ou déjà confrontés au virus de façon symptomatique ou non, à partir de quelle proportion de la population on peut considérer que le virus aura terminé de circuler. Comment faire en sorte que cette circulation
soit le plus freiné possible, de manière à permettre à nos hôpitaux de soigner les malades. Et vous voyez aujourd'hui, avec le Grand Est et l'Île-de-France notamment, ô combien il était vital d'appeler au confinement généralisé pour éviter qu'il y ait un afflux de malades encore plus important dans les hôpitaux et qui aurait complètement emporté notre système de santé. Et vous posez la question de savoir comment s'en assurer. Comment s'assurer du niveau d'immunisation de la population? C'est tout l'enjeu de la sérologie. La sérologie qui est capable de déterminer si on a développé des anticorps, des immunoglobulines, en réaction à l'exposition au virus, en l'absence de vaccin. Mais j'espère de tout cœur, et vous aussi, chacun ici, que nos industriels, Sanofi ou d'autres, seront capables de développer très rapidement. Mais si, c'est important aussi de saluer l'industrie pharmaceutique, vous savez, parce qu'on a une très forte industrie pharmaceutique qui est très mobilisée, et moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont avec nous et que les salariés sont au boulot du soir au matin pour faire de la recherche et produire les médicaments. Il faut aussi le reconnaître en période d'épidémie. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure du taux d'immunisation? C'est cette sérologie qui est encore en cours de recherche et de développement. Aucun pays au monde n'a encore réussi à établir et élaborer une sérologie diffusable à grande échelle, mais la recherche progresse très vite et j'ai très bon espoir que dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines ou plus tard, nous puissions réaliser des sérologies en population. Alors nous verrons quel est le pourcentage de population qui est immunisée contre le virus et ce sera un indicateur extrêmement précieux pour savoir comment piloter les politiques sanitaires à l'égard du virus une fois que nous aurons levé le confinement. Cela et toute la politique de test que j'ai eu l'occasion d'aborder il y a quelques minutes en réponse à un de vos collègues. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Charlotte Lecocq qui porte les questions de ses collègues du groupe La République En Marche. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président et permettez-moi tout d'abord d'adresser de la part de tous les membres du groupe La République En Marche un message de condoléances à la famille et aux proches de notre regretté collègue Jean-François Césarini. Ma question s'adresse, c'est la question de Michel Lozana, elle s'adresse à Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Ministre, la pandémie de Covid-19 que nous traversons actuellement met notre système de santé à rude épreuve. Michel Lozana souhaite rappeler ici tout son soutien au personnel de santé qui lutte chaque jour pour sauver des vies et à toute la chaîne de santé des secrétaires aux ambulanciers. Il tient aussi à saluer les personnels de l'État et des collectivités territoriales qui assurent les besoins du quotidien et plus largement à tous ceux qui travaillent. Sauver des vies, c'est dans les cas les plus graves placer le patient en réanimation. Pour ce faire, nous avons besoin de médicaments anesthésiques puissants, tels que le curare. De nombreux professionnels s'alarment d'une réduction inquiétante des stocks dans les hôpitaux. Dans sa circonscription du Lot-et-Garonne, une usine UPSA implantée à Agen produit différentes formes de paracétamol. Le député Lozana tient avant tout à saluer le travail des salariés qui œuvrent sans relâche à la production de médicaments. Si une production française de médicaments perdure, malheureusement, la matière première, elle, est importée de Chine ou des États-Unis. Cette crise nous interroge donc sur notre stratégie industrielle pharmaceutique et le besoin de relocaliser la production et la matière première en valorisant par exemple le Made in France. C'est donc aussi la politique tarifaire et ses impacts qui est questionnée. Monsieur le ministre, nous le constatons, la France a besoin d'une nouvelle politique industrielle pharmaceutique, notamment pour protéger ses sites stratégiques. Aussi, le député Michel Lozana souhaite que vous nous indiquiez les pistes envisagées par le gouvernement en ce sens. Au regard de la production des stocks disponibles de médicaments, le risque de pénurie est-il à ce jour totalement écarté? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, en période d'épidémie, face à un virus inconnu, dire qu'il n'y a aucun risque de quoi que ce soit serait aller au-delà de ce que je peux vous répondre décemment, en conscience, considérant les données de la science en France et dans le monde. Il y a des éléments que nous connaissons qui ont déjà été abordés au cours de cette séance de questions, à savoir que la demande de certains médicaments explose dans le monde de l'ordre de 2000%, que ça crée des situations de tension, parfois des situations de manque ou en tout cas de réduction des stocks, qui nous obligent en permanence à faire preuve d'une logistique accélérée, réactive, pour faire en sorte qu'aucun hôpital ne manque en définitive de possibilités de soigner les malades. C'est le cas dans le monde entier, je m'en entretiens avec mes homologues européens, mais également américains ou japonais dans le cadre du G7 Santé. Vous avez raison, et votre collègue Michel Lozana a raison de souligner que cela pose une question majeure, celle de l'indépendance de la France et de l'Europe en matière de production de matériaux, de produits vitaux, essentiels. Et c'est une réflexion que nous avions déjà commencé à amorcer. Et comme député
vous le savez, puisque nous avons adopté déjà un certain nombre de dispositions dans le dernier budget de la sécurité sociale, par exemple, une disposition qui contraint les laboratoires pharmaceutiques à conserver sur le territoire national ou européen l'équivalent de 4 mois de stock pour tout ce qui est médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Au-delà, face à la crise sanitaire, parce que nous aurons l'occasion de reparler de ces sujets essentiels, réindustrialisation. J'ai eu l'occasion de saluer d'ailleurs les industries pharmaceutiques en France extrêmement mobilisées pour répondre à la demande, et je les resalue à nouveau parce qu'elles le méritent. Il y a une priorisation au niveau régional par les ARS de la répartition des stocks de médicaments indispensables dans la période. Nous renforçons les approvisionnements par un sourcing accru en lien avec l'agence du médicament, et nous régulons plus strictement les stocks présents sur le territoire, comme sur le modèle des respirateurs. Enfin, partout où c'est nécessaire, nous identifions avec les soignants, avec les blouses blanches, des alternatives pour certains médicaments s'ils venaient à manquer demain, parce qu'encore une fois, face à une épidémie, nous devons être modestes, mais nous devons être armés et nous devons tout faire pour être en mesure de lutter avec efficacité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Marleix, qui porte les questions des députés du groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, vous commencez à apporter quelques remèdes à la criante pénurie de masques chirurgicaux et FFP2 dont la France souffre toujours et souffrira encore longtemps. Une pénurie qui semble être le pilier de notre stratégie face au Covid-19. Au-delà, ce dont souffrent aujourd'hui les personnels soignants, y compris dans les grands hôpitaux, mais aussi les libéraux, les infirmières, les paramédicaux, tous les intervenants à domicile, tous ceux à qui nous rendons évidemment un vibrant hommage, c'est désormais aussi du manque de tous les autres matériels de protection, les surblouses, les charlottes, les gants, les gels hydroalcooliques, mais aussi de tensions sur les réserves et l'approvisionnement de médicaments comme les antibiotiques, le curare ou encore la morphine. Il y a un risque à la fois de perte de chance pour certains malades et de carence dans l'accompagnement digne des patients en fin de vie. Et là, chacun semble être renvoyé au système D. On assiste certes à de très belles opérations de solidarité, mais probablement que cet enjeu de santé publique appellerait une réponse mieux coordonnée par l'État. Le collectif Interhôpitaux vous a demandé hier de procéder à des réquisitions. Vous avez vous-même évoqué le stock stratégique national, mais pouvez-vous nous préciser s'il vous permettra de tenir ou non jusqu'à la fin de la crise? Nous sommes probablement encore que dans une phase montante. Quelles initiatives d'urgence allez-vous prendre face à ces nombreux manques dont souffrent les personnels? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, je vais profiter de votre question. J'ai beaucoup répondu sur la question des masques et ça ne veut pas dire que ça apporte une réponse concrète à ceux qui les attendent. Mais je crois que nous avons exprimé à la fois les difficultés auxquelles nous faisons face et surtout les difficultés auxquelles font face en conséquence les soignants sur notre territoire. Vous dire que 40 millions de masques ont été déstockés pour les hôpitaux, les EHPAD, les aides à domicile, les soignants de médecine de ville. Je pourrais aussi citer d'autres acteurs de première ligne, comme les pompiers, les éducateurs spécialisés, les acteurs qui travaillent dans l'hébergement d'urgence. Le Premier ministre a eu l'occasion d'exprimer le fait que la production française était orientée vers des masques de protection destinés aux non-soignants, avec des personnes qui agissent sur le territoire. Et nous continuons d'avoir une régulation du déstockage de masques en fonction de nos capacités à le faire et en fonction des besoins exprimés sur les territoires. À mesure que ces masques arrivent sur le territoire national, je l'ai dit, 1,7 milliard de commandes ont été passées en France et à l'étranger. Des masques nous arrivent très régulièrement. Ça ne suffit pas encore pour pouvoir voir suffisamment loin pour augmenter le déstockage, mais ça fait partie. Au-delà de ça, il y a la question des blouses, des surblouses, la question des gants, la question des charlottes, pour lesquelles nous passons également des commandes tous azimuts dans tous les pays qui en produisent, avec à nouveau la même difficulté, sans attendre que la question me soit posée, je vous rassure, ça fait des semaines que c'est le cas, avec à nouveau la même difficulté que nous n'avons pas... Si, ça fait des semaines que c'est le cas, monsieur le député. Ça fait avec à nouveau la même difficulté que celle que nous rencontrons sur les masques, à savoir que le monde entier fait face à ces difficultés. Posez la question aux voisins allemands, aux voisins italiens, aux voisins espagnols, anglais, hollandais, belges, suisses. Tout le monde recherche les mêmes matériaux au même moment. Ces matériaux qui sont massivement fabriqués dans un pays, la Chine, qui a été percuté par l'épidémie des mois avant nous. Les usines se sont arrêtées. Avant même que les usines aient repris, on a passé toutes les commandes possibles à l'étranger pour être les premiers, pour pouvoir mieux armer nos soignants, mieux les accompagner. Ça n'enlève rien à la difficulté vécue au quotidien par nos soignants, que je remercie encore pour leur engagement sans faille, mais ça apporte une explication à la situation à laquelle nous faisons face et surtout, ça explique la stratégie qui consiste à dire nous déstockons, mais nous devons voir loin pour pouvoir protéger dans la durée. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le député.
Monsieur le ministre, sur les masques, je vais donner acte effectivement que quelque chose avait changé, avait été pris en main. En revanche, sur tous les autres matériels, les choses ne semblent pas encore, de protection ne semblent pas encore arriver, notamment dans les hôpitaux ou auprès des autres personnels libéraux, infirmiers, etc. Et les ARS n'ont pas de réponse très concrètement à apporter sur notre territoire. C'est ça le centre de ma question. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Mathilde Panot, qui porte les questions du groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé la prolongation du confinement pour 15 jours, dont acte. Les Français sont respectueux des consignes dans un moment de péril sanitaire. Les inégalités, elles, ne sont pas confinées. 4 millions de personnes sont mal logées, 1,3 million vivent dans des logements indignes. Pour eux, le confinement forcé, c'est la prison. Le confinement, c'est aussi l'explosion des violences intrafamiliales que subissent essentiellement les femmes et les enfants. Dès le début de ce moment exceptionnel, nous avions des craintes vis-à-vis de vos prises de décision. Nous espérions être démentis, vous les avez confirmées. En effet, l'aveuglement capitaliste qui vous a toujours guidé, lui, n'est pas confiné. Après nous avoir refusé le rétablissement fût-ce temporaire de l'impôt de solidarité sur la fortune, voilà votre ministre des Comptes publics en train de faire la manche et de réinventer les impôts sous forme de cagnotte en ligne. À lire le contenu de vos ordonnances qui attaquent le droit du travail et des libertés fondamentales, on se demande ce que vous faites. Plutôt que de préparer la sortie du confinement, ne seriez-vous pas en train de poser les jalons d'un nouveau choc néolibéral? Notre inquiétude grandit, Monsieur le Premier ministre. Avez-vous pensé l'après? Préparez-vous le long processus qui va s'ouvrir, celui du déconfinement? Pour cela, pas d'autre solution que de tester, et ce, de manière massive, toute la population. Et il faut d'ores et déjà le faire maintenant pour toutes les personnes qui travaillent. Combien de tests manquent-ils? Quelles sont nos capacités de production? Pourquoi refusez-vous l'aide des laboratoires vétérinaires qui vous la proposent depuis 2 semaines et pourraient produire des centaines de milliers de tests? Il nous faudra confiner les malades séparément. Quelles sont les capacités d'hébergement disponibles? Autant de questions sans réponse. Le monde d'après se bâtit maintenant. La bifurcation est commencée sur d'autres bases, avec d'autres principes, d'autres moyens. Les mots du monde d'après sont simples. Souveraineté populaire, planification, réquisition. Vous assénez que vous ne laisseriez personne dire qu'il y a eu du retard sur les mesures de confinement. Nous le disons. Oui, il y a eu du retard à l'allumage. Et si rien n'est anticipé, nous vous dirons bientôt, et les millions de Français avec nous, qu'il y a eu du retard sur les mesures de déconfinement. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je suis désolé, Madame Panot, je n'ai pas compris le sens général de votre question. À la fin, sincèrement, hein, est-ce que vous souhaitez que nous déconfinions plus tôt le pays, mais pour des raisons économiques? Enfin, je n'ai pas compris. Je vous assure, j'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris. Je vais peut-être vous répondre sur une partie de la question que j'ai compris. Vous parliez des publics les plus fragiles. C'est une question qui me touche comme ministre des Solidarités et de la Santé, et qui touche notre majorité, le gouvernement et l'ensemble des Français. Et vous me donnez peut-être l'occasion de préciser un certain nombre de dispositions qui ont été prises. On ne va pas parler du CAC 40, Madame Panot, on va parler des gens qui sont fragiles, qui sont précaires et qui sont parfois percutés encore plus durement par une épidémie comme celle du coronavirus, pour des conditions de logement précaires, pour des conditions d'isolement ou de revenus qui sont extrêmement faibles. Vous dire que nous avons prolongé le bénéfice des minima sociaux sans condition pour les bénéficiaires sur une durée allongée, de temps de voir venir la fin de l'épidémie, afin que personne ne se retrouve privé du RSA, privé de l'AAH, privé de toutes les allocations sociales. Vous dire également que nous avons prolongé la trêve hivernale qui devait s'arrêter le 31 mars au 31 mai, ce qui offre une garantie de protection pour des gens qui sont sans abri, par exemple, ou qui sont dans des hébergements précaires ou en difficulté pour payer leur loyer. Vous dire également que nous travaillons avec Julien Denormandie d'arrache-pied à toutes les solutions qui permettent d'augmenter les hébergements d'urgence destinés aux publics précaires, précarisés, qui sont dans la rue, qu'ils soient SDF, qu'ils soient migrants, ou qu'il n'ait tout simplement pas de domicile décent pour pouvoir vivre et passer cette crise dans des conditions décentes et dignes. Vous dire que je travaille et que nous travaillons en lien avec l'ensemble des ONG, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, et des associations qui viennent en aide aux publics fragiles, aux personnes isolées, qui font preuve d'une innovation dans la solidarité dont personne ne doutait, mais qui se révèle en plus redoutablement efficace dans la période, et que les services de l'État les remercient et sont à leur côté pour mener avec elles ce combat qui, je le dis, n'a rien de politique, qui a tout d'humain. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Ludovic Pajot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en cette période d'état d'urgence sanitaire, de nombreux Français sont légitimement inquiets. Inquiets de voir chaque jour le nombre de contaminations augmenter et de nouveaux décès.
inquiets du risque d'engorgement de nos services de soins intensifs et de réanimation. Le risque touche désormais l'épuisement même des stocks de produits nécessaires à la réanimation, qu'il s'agisse de respirateurs, de curares et même de bouteilles d'oxygène. L'initiative d'Air Liquide de se lancer dans la fabrication de respirateurs avant même toute demande officielle est salutaire, mais révélatrice de l'absence d'État stratège et de souveraineté nationale. Inquiet quant au manque de masques et équipements pour nos soignants qui sont en première ligne en secteur hospitalier, en médecine de ville, sans oublier les infirmières libérales. Mais il ne faut pas oublier aussi les aides à domicile, les policiers, gendarmes, salariés du transport, du commerce, des pompes funèbres et bien d'autres secteurs stratégiques. L'exigence de 200 millions de masques par mois n'est pas en mesure d'être respectée. Face à cette situation, les responsables politiques doivent la transparence aux Français, mais aussi être visionnaires. Les experts de l'OMS s'accordent pour dire qu'une des clés de la réussite face à cette épidémie est la généralisation des tests. À l'inverse de la France, l'Allemagne et la Corée du Sud ont très rapidement multiplié les tests et isolé les malades. Notre pays est en retard aussi dans ce domaine. Alors, Monsieur le Ministre, peut-on espérer avoir dans les prochains jours les premiers résultats des essais cliniques actuellement en cours, type Discovery? Et pouvez-vous nous confirmer qu'en cas d'identification d'une molécule efficace pour combattre le virus, les stocks seront prêts pour approvisionner les établissements de soins dans les meilleurs délais? C'est un élément indispensable pour la sortie du confinement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Pajot, vous comparez la France avec d'autres pays en termes de stratégie de test. Vous auriez pu comparer la France avec d'autres pays en termes de mise en œuvre du confinement. Là, vous verriez que la France a été... Eh oui, mais si, très en avance par rapport à l'ensemble des pays. Nous avons même d'ailleurs impulsé une dynamique européenne et incité très fortement des pays qui étaient en retrait par rapport à ces politiques de confinement à nous enjoindre de le faire. Vous auriez pu suivre les interventions des membres du gouvernement lors des différentes commissions européennes, lors des différents conseils européens, elles sont publiques d'ailleurs. Vous auriez vu que la France a été, avec l'Allemagne, avec l'Italie, l'Espagne et un ou deux autres pays, les premiers pays au sein de l'Union européenne à dire que la menace épidémique était réelle et qu'il fallait que l'Europe se prépare et s'arme. Je crois que comparer l'un et l'autre, il faut le faire dans sa globalité. Moi je salue, puisque vous avez cité l'Allemagne, le voisin allemand qui nous aide énormément dans la période, qui nous prête du matériel, qui est capable de transférer des malades de la région Grand Est vers son territoire national et qui permet de soulager les réanimations. Cette solidarité européenne à laquelle nous croyons énormément et qui fait la beauté de l'Europe, et qui fait aussi son harmonie, et qui fait que nous sommes attachés à cet idéal européen, puisque cette Europe, elle fonctionne en plein, monsieur le député. Elle fonctionne en plein. Et si nous n'avions pas l'Europe aujourd'hui, nous n'aurions pas ce soutien très fort de l'Allemagne, et nous ne serions pas en mesure de tendre la main à nos voisins espagnols, avec même un hôpital en commun, qui est du côté de la Catalogne, côté français. Et nous n'aurions pas les moyens de tendre la main à nos voisins italiens qui sont dans la difficulté. J'étais à Rome 2 jours après l'émergence des premiers malades en Italie pour tendre la main à nos voisins européens. Toute cette solidarité-là, je tiens à vous le dire parce que j'en profite, européenne, elle nous aide et elle sauve des vies aujourd'hui. Ensuite, vous dire que nous n'avons pas attendu votre intervention pour demander à Air Liquide de travailler. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines. Posez la question aux industriels. Demandez-leur à quel moment nous les avons contactés et à quel moment ils nous ont répondu favorablement pour produire des masques, pour produire des respirateurs, pour produire des solutions hydroalcooliques, pour produire des médicaments. Appelez les acteurs industriels. Vous verrez, ils vous diront que nous n'avons pas attendu que vous vous réveilliez, monsieur le député, pour leur demander de l'aide et de se mettre en fonctionnement pour le pays et pour les soignants. Merci, monsieur le ministre. Nous poursuivons maintenant notre séance avec des questions portant sur des thèmes économiques et sociaux. La parole est à monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, vous le savez, tous les secteurs économiques, toutes les activités, toutes les entreprises sont touchées par la crise. Ils ont entendu avec espoir les propositions du Président de la République, mais dans la réalité, avec tous mes collègues du groupe Les Républicains, et j'en suis persuadé sur tous les bancs, nous sommes interpellés au quotidien par des chefs d'entreprise qui nous disent que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sur l'aide du Fonds de solidarité,
Je salue votre volonté de l'étendre pour le mois d'avril aux entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires et non plus 70%. C'est une demande constante que les députés de mon groupe, notamment Éric Woerth, Véronique Louwagie, Nicolas Forissier avaient porté en commission. Mais vous devez également, évidemment, appliquer cette règle au mois de mars. Faire autrement n'aurait aucun sens. À titre d'exemple aussi, c'est une comparaison, Monsieur le Premier ministre, qui est assez cruelle pour notre pays. Je voudrais quand même rappeler que l'Allemagne met 50 milliards d'euros d'aide sur la table en aide directe pour les entreprises. 50 milliards, nous mettons 1,2 milliard, c'est-à-dire 40 fois moins d'argent sur la table. Donc ce serait bien de ne pas trop en rajouter en tracasserie administrative. Sur le chômage partiel, par exemple, beaucoup de dossiers ne sont pas refusés, mais sont invalidés, contestés par les directs, notamment pour des histoires parfois stupides de numéros SIRET, ce qui ne fonctionne pas. Et puis, les injonctions contradictoires de l'État continuent de mettre certaines entreprises en situation impossible. On doit rester ouvert, mais les clients n'ont pas le droit de sortir. Certains dispositifs sont également mal calibrés. J'ai en tête l'exemple des restaurateurs qui font des contrats de travail à 40 heures, mais qui ne peuvent être indemnisés que sur la base de 35 heures. Donc ça leur pose évidemment un problème. Et puis dans certains secteurs, la réponse de l'État n'est pas à la hauteur. Je pense aux acteurs du tourisme qui sont vraiment menacés de faillite en cascade, aux horticulteurs, aux pépiniéristes dont les pertes de chiffre d'affaires seront rédhibitoires. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire, à l'heure où la précision et la crédibilité de la parole publique sont plus importantes que jamais, nous expliquer précisément comment vous comptez corriger les dysfonctionnements du dispositif actuel. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Marlex, le dispositif que nous mettons en œuvre pour accompagner les entreprises, c'est un dispositif massif, c'est un dispositif qui répond à des centaines de milliers d'entreprises, c'est un dispositif qui est immédiatement opérationnel. Parlons du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, cela a été dit, c'est 1 500 € qui seront versés dans les premiers jours d'avril par les DRFiP, c'est-à-dire les services fiscaux, de manière quasi automatique, aux très petites entreprises qui font valoir une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires au mois de mars. Cela a été précisé ce matin par Bruno Le Maire. C'est également les entreprises qui ont dû fermer, fermeture administrative. Les choses sont donc très simples et Gérald Darmanin s'est engagé à ce que ces dossiers soient traités de manière extrêmement rapide. C'est un dispositif de chômage partiel qui est extrêmement efficace également et qui n'a pas d'égal au niveau européen. Je veux le rappeler, c'est plus de 8 milliards d'euros qui sont mobilisés pour les entreprises. C'est des règles qui sont accessibles sur le site du travail, travail.gouv.fr. Alors certes, des centaines de milliers d'entreprises sont aujourd'hui en train de demander leur numéro, mais elles ont 30 jours et c'est à effet rétroactif, donc elles ne doivent pas s'inquiéter. Quant aux règles, elles sont très simples. Si la convention collective prévoit plus de 35 heures, le chômage partiel s'applique aux horaires prévus par la convention collective. Si c'est 39 heures, ça sera sur 39 heures. Les choses sont très claires. En revanche, pas de chômage partiel pour les heures supplémentaires. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté dans la compréhension de ce dispositif. Enfin, c'est également un soutien à l'économie massif au travers des 300 milliards d'euros de garantie bancaire, au travers également, parce que nous apprenons des crises précédentes, des 10 milliards d'euros de garantie apportés aux assureurs crédits et des 2 milliards de garanties apportés aux assureurs export. Un dispositif donc très complet. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Michel Kohlsbauer pour Monsieur Bru. Merci Monsieur le Président. Et tout d'abord, permettez-moi de dire que le groupe MoDem s'associe aux condoléances que vous avez présentées à la famille de notre collègue Jean-François Cesarini, de la peine et de la douleur qu'il partage. Monsieur le Président, cette question préparée par mon collègue Vincent Bru, député des Pyrénées-Atlantiques, s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès de Monsieur le ministre de l'Économie. Et ils sont associés Erwan Balanant, Isabelle Floren, Élodie Jacquet-Laforge, Philippe Latombe et Laurence Wigiewski. Madame la Ministre, et avant tout propos, mon groupe voudrait saluer le remarquable travail en ces temps difficiles accompli par votre administration à destination de nos entrepreneurs, de nos salariés, de nos commerçants et de nos indépendants. Mais mon collègue Vincent Bru s'est attelé à vérifier sur le terrain l'évaluation de la participation des compagnies d'assurance à l'effort dans la lutte contre les effets de la pandémie, à cet effort de guerre que le gouvernement, conduit par Monsieur le Premier ministre,
s'efforce de mener avec bienveillance. Après plusieurs échanges avec l'Union des métiers et des industries hôtelières, par la voix de son président Roland Aiguy, avec les présidents des chambres consulaires, la Fédération départementale du BTP des Pyrénées-Atlantiques, avec de nombreux commerçants, il est apparu que très nombreux étaient ceux qui s'étaient entendus répondre une non-compensation par les compagnies d'assurance des pertes d'exploitation liées à l'épidémie. Nous sommes tous concernés sur nos territoires et le montant des 200 millions d'euros abondés par la Fédération française des assurances au Fonds de solidarité paraît assez faible au regard de ses capacités réelles. Comparaison n'est pas raison, mais nous avons vu dans d'autres moments de générosité des montants bien plus supérieurs à celui-ci arriver vite au devant de la scène et comme me le disaient mes professeurs sur mes bulletins de notes, peut mieux faire. Ainsi, Madame la Ministre, nous vous demandons d'insister auprès de la Fédération française d'assurance à participer davantage à cet effort de guerre. Ensuite, nous vous proposons de modifier, après cette crise bien entendu, le Code des assurances, afin d'intégrer, au même titre que des catastrophes naturelles, les catastrophes sanitaires. Madame la Ministre, s'il vous plaît, délivrez-nous votre avis sur ces deux propositions. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bru, vous avez raison. Dans ce moment particulier, chacun, entreprise, particulier, industriel, doit participer à cet effort de guerre et cet effort de lutte contre cette crise sanitaire. Et c'est ce que nous attendons du secteur des assurances. Alors, évidemment, reconnaître aujourd'hui l'état de catastrophe naturelle n'aurait qu'une portée modeste, puisque la moitié seulement des entreprises sont prémunies dans leur contrat d'assurance contre la perte d'exploitation, et vous imaginez bien que ce sont souvent les plus structurées, les plus grosses, et donc pas nécessairement celles qui en ont le plus besoin. C'est pour ça que nous avons demandé aux entreprises des assurances d'apporter une contribution au fonds de solidarité qui, lui, est dirigé vers les très petites entreprises, celles qui en ont aujourd'hui réellement besoin. C'est pour ça aussi que dans le sens que vous indiquez, nous continuons à travailler avec le secteur des assurances pour qu'elles continuent à assurer de très petites entreprises qui ne seraient pas à date en capacité de payer leur contribution à leur contrat. Parce que rien ne serait plus délicat qu'elles ne perdent le bénéfice de cette assurance alors même qu'elles sont en difficulté. Ce serait ajouter des difficultés à des difficultés. Et c'est dans cet esprit que nous continuons à avancer avec le secteur des assurances, effectivement, en essayant de le rendre le plus contributif possible, à la fois dans le traitement des dossiers individuels des entreprises, mais également dans leur engagement au profit de la collectivité. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Ma seconde question porte sur les aspects économiques pour lesquels mon groupe a formulé plusieurs propositions et je vois que vous en avez repris, certes avec un peu de retard, mais notamment pour l'extension du fonds d'aide des TPE ou encore la suppression du jour de carence pour les fonctionnaires. Je souhaite donc vous soumettre 3 propositions très concrètes, Monsieur le Premier ministre, sur les assurances. Ça a été dit précédemment, beaucoup de commerces, des indépendants, des artisans ont souscrit une assurance perte d'exploitation. En cas de reconnaissance de la catastrophe naturelle, l'assurance leur compense une partie du chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu réaliser. Mais pour beaucoup d'entre eux se sont vus refuser cette compensation au motif que dans le contrat qu'ils ont signé, il y a une clause qui stipule qu'en cas de pandémie, les assureurs n'ont rien à payer, même si l'état de catastrophe naturelle était reconnu. En 2018, les assureurs ont encaissé 2,1 milliards d'euros de cotisations au titre de l'assurance perte d'exploitation. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous, oui ou non, favorable à faire contribuer les assureurs sur le modèle de la contribution spéciale temporaire que vous aviez créée pour toutes les entreprises en décembre 2017. Cela permettrait de rapporter de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Deuxième proposition, de nombreux fleurons français ont vu leur valeur boursière s'effondrer ces derniers jours, ce qui signifie qu'ils sont des proies faciles pour les investisseurs étrangers. Il est indispensable de les protéger des prédateurs. Aujourd'hui, la loi permet au ministre de l'Économie de refuser des investissements étrangers, mais cela ne vaut que pour quelques secteurs. Êtes-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non,
favorable à ce que nous étendions ce régime d'autorisation préalable à toutes les sociétés cotées en bourse, aux achats de brevets, et ce, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ceci permettrait à votre ministre de l'économie de pouvoir contrôler tous les rachats, voire de les interdire. Les États-Unis le font déjà. Troisième proposition, en matière de versement de dividendes, votre ministre de l'économie a appelé les entreprises aidées par l'État à ne pas distribuer de dividendes. Nous proposons de l'inscrire dans la loi. Seriez-vous d'accord avec cette proposition? Oui ou non? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Une fois encore, Madame la Présidente, il y a beaucoup de questions dans votre question. 3 cette fois-ci. Sur la question des dividendes, nous avons appelé en effet à la modération les entreprises qui souhaitent verser des dividendes. Et nous avons posé un principe qui, je crois, est simple. Lorsque les entreprises font appel à la possibilité qui leur est offerte de reporter leurs charges, ou lorsqu'elles font appel à la garantie de l'État dans les emprunts qu'elles contractent auprès des banques, c'est-à-dire, au fond, quand elles font appel à la solidarité de l'État, la solidarité financière de l'État pour leur permettre de tenir, alors nous considérons qu'elles ne peuvent pas distribuer de dividendes. C'est la règle telle qu'elle a été formulée. S'agissant des entreprises qui ont recours au chômage partiel, nous avons encouragé, pardon, je parle des grandes entreprises, car quand on parle des entreprises, on parle bien d'une entité juridique, mais en vérité, vous savez très bien qu'on ne parle pas de la même chose. La SARL de 12 salariés, dont bien souvent le patron se paye en dividendes beaucoup plus qu'en salaire, ne peut pas être, de ce point de vue, me semble-t-il, regardé exactement comme la multinationale. Non, mais je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Je le dis parce qu'il peut arriver que notre échange soit retransmis. Je veux bien préciser que lorsque je parle des entreprises, sur l'interdiction qui est faite, c'est pour les grandes entreprises. S'agissant du recours au chômage partiel, donc à l'activité partielle, nous avons invité les entreprises à faire preuve de modération, car là encore, nous devons veiller à ce que la stabilité, y compris la stabilité actionnariale des entreprises, soit garantie. Il faut donc qu'elles soient en mesure d'apprécier ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, mais nous avons fermement invité à la modération et nous pensons que le message est entendu. Sur la vigilance sur les investissements étrangers, nous sommes effectivement vigilants, et vous avez raison de nous y inviter, car nous ne voudrions pas que des entreprises qui participent de la souveraineté nationale, qui ont une place particulière dans le tissu économique productif, puissent être, à l'occasion de la diminution de leur valeur boursière, la cible d'investisseurs étrangers qui auraient conservé des capacités d'investissement considérables et qui viendraient prendre le contrôle sur les entreprises. Vous savez parfaitement qu'il existe des dispositions qui nous permettent de veiller à ce que les entreprises qui relèvent de la souveraineté nationale ne soient pas l'objet de tels raids. Elles seront évidemment mises en œuvre. Nous avons également indiqué que nous étions prêts, lorsque cela nous paraissait nécessaire, soit de prendre nos responsabilités dans les entreprises où l'État est déjà actionnaire, lesquels peuvent d'ailleurs, ça peut arriver qu'il y ait des raids sur des entreprises dans lesquelles l'État est déjà actionnaire, soit le cas échéant d'aller jusqu'à des prises de contrôle. Nous n'avons fermé aucune possibilité en la matière, mais évidemment, nous ne pouvons pas, au désespoir peut-être de certains, annoncer que nous allons prendre le contrôle de toutes les entreprises. Et j'ai bien compris que ce n'était pas votre proposition et que ce n'était d'ailleurs pas votre idée. S'agissant de l'interdiction de principe qui serait posée, il nous paraît que l'interdiction de principe qui serait posée pourrait avoir plus d'inconvénients que d'avantages. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas décidé d'une interdiction de principe avec une autorisation qui serait l'exception. Mais il n'en reste pas moins que la vigilance à laquelle vous nous invitez est réelle et que nous allons veiller à ne pas placer des entreprises françaises dans des situations où elles seraient fragilisées. Enfin, vous évoquez la question de la participation des assureurs à l'effort collectif. Un mot d'abord pour dire que les assureurs ont accepté de participer à hauteur de 200 millions d'euros au financement du fonds de solidarité qui a été proposé et créé par le gouvernement. Les régions ont elles-mêmes accepté de participer à hauteur de 250 millions d'euros à ce fonds. Il a donc été augmenté de 1 milliard initial à 1,2 milliard et il est probable, nous l'avons dit, qu'il sera tenu de fonctionner pour le mois d'avril également et peut-être pour la suite, car par une incidente à des questions qui ont déjà été posées, nous savons parfaitement que le travail sur la période de déconfinement est un travail qui est devant nous. Il a déjà été engagé au niveau technique, au niveau sanitaire, au niveau économique, mais les conditions dans lesquelles nous allons pouvoir déconfiner sont encore à l'étude
et dépendent très largement de l'efficacité du confinement, de la capacité d'accueil dans les services de réanimation, puisque je renvoie à la stratégie globale qui est la nôtre. Nous voulons veiller à ce que le virus ne circule pas à un rythme tel qu'il déborderait les capacités nationales d'accueil dans les services de réanimation. Dès lors, le déconfinement devra prendre en compte la réalité de la diminution des cas d'entrée en réanimation. C'est donc une question délicate du point de vue technique, du point de vue sanitaire, du point de vue économique, du point de vue politique, bien entendu. Aucun d'entre nous ici, quelles que soient ses orientations politiques, ne souhaite que le confinement dure trop longtemps. Aucun d'entre nous ne souhaite qu'il soit durable. Nous voulons tous le limiter à la plus simple de son expression, à la plus rapide de son expression. Mais personne n'accepterait non plus, et je le dis à ceux qui s'interrogent sur la période de confinement, personne n'accepterait non plus que le déconfinement se traduise immédiatement, parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de test, parce qu'il n'aurait pas été accompagné d'une bonne politique de préparation, par une augmentation immédiate, renouvelée, du nombre de cas sévères qui devraient être accueillis dans les hôpitaux. C'est donc une réflexion qui est en cours. Nous aurons l'occasion d'en parler. En ce moment, ce sont des experts qui travaillent, ce sont des équipes qui travaillent pour voir comment est-ce qu'on peut réfléchir, des équipes sanitaires, comment est-ce qu'on peut avancer sur le déconfinement. Et bien entendu, nous répondrons le moment venu à toutes les questions en la matière. Les assureurs, pour revenir à notre sujet, sont appelés à participer à cet effort. Vous évoquez la question d'une modification par la loi du sens de contrats qui sont passés entre personnes privées. Bah si, par définition, si dans les contrats il est prévu qu'en cas de pandémie, il n'y a pas que les pandémies ne relèvent pas des circonstances liées à l'état de catastrophe naturelle, si on veut faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi, il faut bien que la loi intervienne à l'intérieur de contrats entre personnes privées. Ça n'est pas impossible, mais vous le savez, c'est très strictement limité par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de même qu'est très strictement limité par la jurisprudence du Conseil constitutionnel la possibilité de faire participer certaines entreprises sur des critères qui ne serait pas objectif par rapport au regard du but recherché au financement de la protection sociale. Et c'est d'ailleurs un élément qui avait conduit le gouvernement lorsqu'il avait dû tirer les conséquences de pratiques antérieures qui avaient été déclarées anticonstitutionnelles, Madame la Présidente. Vous vous en souvenez sans doute. Je sais bien que c'est à ça que vous faites référence, puisque c'est nous qui avons dû trouver la solution qui a permis de rembourser. Nous avions dû viser une catégorie générale des entreprises au-delà d'un chiffre d'affaires et pas une catégorie particulière d'entreprises en fonction de leur objet. Et donc, si nous voulons travailler sur cette hypothèse, il faut évidemment vérifier qu'elle soit conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, laquelle est extrêmement exigeante en la matière. Je sais que vous le savez, mais là encore, il me paraît utile de pouvoir le rappeler. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI Agir et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, au nom des députés du groupe UDI Agir et Indépendants, de m'incliner, de saluer la mémoire de Patrick Devedjian, de Jean-François Cesarini et de l'ensemble des victimes du coronavirus. Puisque dans cette partie des séances des questions au gouvernement, nous sommes dans la partie économique et financière, je veux revenir sur deux acteurs incontournables, même si Madame la ministre, vous avez répondu de manière complète sur la question de perte d'exploitation et naturellement, Monsieur le Premier ministre, à l'instant. Je voudrais dire tout d'abord, parce que nous remontons ici les revendications ou le sentiment qui nous viennent du terrain. Moi, depuis la Bretagne, d'où je viens, eh bien, sur les mesures que vous avez prises jusqu'à présent concernant les mesures économiques, elles sont bien appréciées, elles reçoivent un accueil favorable de la part des acteurs économiques, qu'ils soient artisans, commerçants, industriels, indépendants. Il subsiste cependant, à juste titre, des interrogations et des inquiétudes. Première interrogation et première inquiétude, premier sujet, les banques. Est-il possible, au-delà de toutes les mesures que vous avez prises, afin d'apporter de la sérénité à nos concitoyens dans cette période de crise, que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers, est-ce que nous pouvons demander aux banques à ce qu'il n'y ait pas de pénalités et d'intérêts complémentaires pour toute demande de report d'échéance de prêt, prêt pour entreprise ou prêt pour un particulier, prêt pour une maison, demande de report de 3 mois ou de 6 mois. Ça peut
être quelque chose qui se présente à nous, s'il y a cette précaution de prise. Et enfin, pour les pertes d'exploitation, il y a urgence, je fais écho à ce qui vient d'être dit par les deux collègues députés précédents, il y a urgence à travailler avec les banques assurances, avec les assureurs, à ce que l'état de catastrophe naturelle, dans un cas de force majeure comme celui que nous vivons, soit étendu à état de catastrophe naturelle et sanitaire. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Benoît, merci beaucoup de souligner la qualité du plan qui a été effectivement construit par les services de l'État, mais construit aussi avec l'appui des collectivités locales. Et je veux remercier ici les régions qui apportent leur contribution au plan s'agissant du fonds de solidarité et qui vont l'abonder de manière importante et qui apportent des dispositifs complémentaires. Je veux également revenir sur la question des assurances puisqu'elle a été posée par plusieurs personnes sur ces bancs et particulièrement sur l'état de catastrophe naturelle. Ce qui aujourd'hui pose problème sur le fait de prononcer à date un état de catastrophe naturelle, vous l'avez compris, c'est que ce n'est pas un risque contre lequel l'ensemble des assurés est assuré. C'est un risque contre lequel on peut choisir ou pas de ne pas être assuré, à la différence de la catastrophe naturelle où chacun, dans nos polices d'assurance, nous avons de manière obligatoire cette protection et c'est ce qui a permis de construire une protection pour l'ensemble des Français lorsqu'il est exposé à un état de catastrophe naturelle avec un fonds de réassurance qui est abondé régulièrement et qui permet de venir servir les personnes qui ont été confrontées à ces situations. Cette situation nous amène à évoluer et à considérer que dans l'après, il faudra probablement, effectivement, mettre en place une réflexion sur la reconnaissance d'un état de catastrophe sanitaire et qu'il faut construire la même chose que ce qui a été fait pour les catastrophes naturelles. Et d'ores et déjà, nous avons entamé la discussion avec les assurances. S'agissant des banques maintenant et des reports, je crois qu'il faut distinguer la situation des particuliers. Les particuliers aujourd'hui sont assez protégés au travers du chômage partiel et au travers des dispositifs que nous mettons pour les indépendants. En tout cas, c'est le sens de notre action. En revanche, c'est les entreprises que nous devons protéger aujourd'hui et c'est pour ça que l'action en direction des banques va dans ce sens parce que les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas de chiffre d'affaires et donc ne peuvent pas faire face à leurs dépenses. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires. Merci. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Agnès Pannier-Runacher. C'est la question de l'ensemble des députés de mon groupe Liberté et Territoires du fait de la situation, je voulais le rappeler. Face aux répercussions économiques de la crise actuelle, nous avons voté un soutien massif aux entreprises en vous donnant des prérogatives étendues. Mais aujourd'hui, les modalités d'application interrogent car il existe un écart entre les annonces fortes et la réalité du terrain. Certains secteurs font face, souvent seuls, à cette terrible injonction contradictoire entre reprise du travail et impératif d'assurer la sécurité des salariés. L'intervention de la ministre du Travail sur la responsabilité des entrepreneurs, alors que les équipements de protection manquent, a ajouté confusion à incertitude. Avec le BTP, il y a eu des maladresses les premiers jours, puis les organisations et le gouvernement ont enfin échangé autour d'un guide de reprise des chantiers. Promis la semaine dernière, il est très attendu. Quand sera-t-il publié et combien d'autres guides de bonnes pratiques sont prévus? Concernant le chômage partiel, des entreprises nous remontent, encore aujourd'hui, malgré vos déclarations des cas de refus. Je pense aux experts comptables, aux notaires ou encore aux ostéopathes. Le fonds de solidarité suscite d'autres questions. Que se passera-t-il si le nombre d'entreprises éligibles dépasse les 400 000 prévus? Allez-vous augmenter l'enveloppe ou durcir les critères? Faudra-t-il compter sur la seule générosité des Français pour une relance, comme le ministre des Comptes publics l'a dit ce matin? Cette question, vous le comprenez, est cruciale. Suite aux nombreuses demandes, dont les nôtres, le seuil d'éligibilité a été abaissé à 50% de perte du chiffre d'affaires. C'est très bien pour avril et finalement aussi pour mars. Mais pourquoi ne pas calculer la baisse d'activité à partir du confinement de 15 mars donc, et non à partir du 1er mars? Aujourd'hui, 31 mars, nos entreprises les plus petites font face à leurs échéances, à l'urgence. Elles ont besoin d'être rassurées. Pouvez-vous nous apporter des réponses concrètes à toutes ces questions? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État
auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas. La réalité du terrain, nous en prenons la mesure tous les jours en animant l'ensemble des directs, en ayant le contact avec les entreprises, en animant les CRP qui sont au contact des entreprises en difficulté et en faisant en sorte qu'aucune de ces entreprises ne se trouve sans réponse. Alors très concrètement, s'agissant de la reprise du travail, le ministère du Travail fait un travail de recommandation, branche par branche, filière par filière, que j'ai moi-même entamé avec les filières industrielles. Nous en avons 18, mais ce travail, il est fait aussi au niveau des routiers, au niveau du BTP, au niveau de la grande distribution et de toutes les professions que nous accompagnons. Je veux signaler d'ailleurs ici le travail remarquable de l'UIMM qui a pris et a accompagné ses propres entreprises et qui a commis un guide de référence qui peut être utilisé très largement par d'autres entreprises et effectivement renvoyé au travail de Muriel Pénicaud et Laurent Pietraszewski qui, branche par branche, filière par filière, élaborent ces recommandations et qui sont à la disposition des professionnels pour s'assurer que les mesures de distanciation et les gestes anti-barrières soient mis en place, quelles que soient les situations de travail, parce que, vous l'avez compris, notre priorité est que les salariés puissent prendre le travail, comme nous le faisons aujourd'hui, en parfaite sécurité. Ça, c'est le premier point. Le guide du BTP, il est prêt, il faut encore le finaliser. La question des équipements, nous y répondons. C'est exactement le sens de ce qui a été fait, qui permet aujourd'hui de fournir des équipements individuels de type masque qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour faire les mesures de distanciation et les gestes anti-barrières, mais qui sont demandés par beaucoup de salariés. Donc nous sommes à leur écoute et qui sont aujourd'hui disponibles dans un certain nombre d'entreprises. Et je rappelle que ces équipements, ils sont lavables, ça veut dire que vous pouvez les réutiliser. Donc 1 million par jour de masques produits, c'est probablement 5 à 10 millions d'équipements disponibles pour les professionnels. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Elsa Fossillon pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, des responsables associatifs, syndicaux demandent au gouvernement de prendre une ordonnance empêchant toutes les grandes entreprises de verser dividendes, rachats d'actions et bonus au PDG en 2020. Les députés de mon groupe soutiennent cette démarche. Monsieur le maire a invité les entreprises à faire preuve de civisme et de modération. Ça a le mérite de pointer un scandale, mais y croyez-vous vous-même? Ces entreprises vont bénéficier de mesures d'urgence. Une partie de leurs salariés vont toucher seulement 84% de leur salaire. Il serait incompréhensible que les entreprises qui bénéficient de ces mesures d'urgence continuent de verser des dividendes records. D'un côté, le Conseil des ministres présente des ordonnances prêtes à limiter les droits des travailleurs, faisant supporter aux plus modestes le coût de la récession économique. De l'autre, Monsieur le maire appelle à un nouveau capitalisme plus soucieux de lutter contre les inégalités. D'autres l'ont déjà fait, disant vouloir moraliser le capitalisme. C'est oublier que sa voracité, c'est son moteur. Aux multinationales, c'est donc la leçon de morale. Aux travailleurs, ce sont les sacrifices gravés dans la loi. Celles et ceux qui exercent les missions les plus essentielles, vitales, sont aussi les moins bien rémunérés. Je pense aux soignants, aux caissières, fonctionnaires, agriculteurs, agricultrices, chauffeurs, assistantes maternelles, j'en passe. Ils ne réclament pas un monument, juste leur dû, justice, dignité, égalité. Les grandes entreprises ont toutes retrouvé aujourd'hui le niveau de rentabilité antérieur à 2008, et ce au prix de la casse du service public, notamment hospitalier, de l'approfondissement des inégalités. Madame la ministre, prenez les mesures qui s'imposent. Comment, sinon, imaginer la suite ? La justice sociale, environnementale sans ces moyens. Comment imaginer que cette course aux folles, au profit, n'a pas sa part de responsabilité dans les crises multiples et en cascade que nous vivons ? Madame la ministre, êtes-vous prête à prendre des mesures strictes pour interdire le versement de ces dividendes ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fossillon. Dans le contexte du moment, il est essentiel que chacun
fasse sa part, chacun dans la mesure de ses moyens, et c'est le cas des entreprises. Participer pour les entreprises, c'est continuer à faire fonctionner le pays et aider à lutter contre le coronavirus. C'est très exactement ce que font des dizaines, des centaines d'entreprises en distribuant du gel hydroalcoolique sans prendre de marge, en s'asseyant sur leurs coûts de développement pour faire des respirateurs comme Air Liquide, en mettant à disposition pro bono un certain nombre de leurs ressources, et je ne vais pas faire la longue liste des entreprises qui aujourd'hui accompagnent l'ensemble des services hospitaliers, petites entreprises, moyennes entreprises et très grandes entreprises, type LVMH, type Air Liquide, type PSA, type beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui au CAC 40 et que vous visez par vos propos. Participer, c'est continuer aussi c'est aussi ne pas recourir aux dispositifs de soutien de l'État quand on n'en a pas besoin. Ça paraît essentiel, encore faut-il le faire. Participer, c'est consacrer ses ressources, et je pense que nous nous y retrouverons, au maintien de l'outil de production, à l'investissement dans cet outil au moment du redémarrage et à l'investissement dans les compétences des salariés. Et à ce titre, des grandes entreprises ont d'ores et déjà indiqué qu'elles ne verseraient pas de dividendes en 2020. C'est le cas d'Airbus et Safran dans le CAC 40, c'est le cas de JCDecaux, d'Europcar, de CNP dans le SBF 120, c'est le cas de 70% des entreprises du Middle Next. Et il est clair qu'il n'est pas envisageable que l'État soutienne en trésorerie et en garantie des entreprises qui verseraient du dividende, car il n'est pas question de financer avec la garantie d'État du dividende. Donc il y a un engagement de ne pas verser des dividendes pour les entreprises qui auraient recours au dispositif d'État, de ne pas procéder à des rachats d'actions et de diminuer de 25% la rémunération globale des dirigeants. Sinon, ce sera un remboursement avec des pénalités de retard. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vais vous livrer une anecdote un peu navrante. J'ai eu pas plus tard qu'hier au téléphone un chef d'entreprise de mon département, l'entreprise TIB, qui est un des 3 constructeurs français d'ambulances, de VSAV, leader dans les SAMU de santé. D'urgence. Eh bien, il me dit, Monsieur Marleix, vous ne devinerez jamais ce qu'est en train de faire l'administration de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Cette semaine, ils vont attribuer un marché d'une centaine d'ambulances à un constructeur polonais, tout simplement parce qu'ils n'ont pas mis le moindre critère de développement durable dans cet appel d'offres. Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps resterons-nous les idiots du village planétaire? Comment ne pas voir, à travers cette crise même que nous vivons, que la connaissance par l'État de son outil industriel, que la protection par l'État de son outil industriel, que l'État de cet outil industriel est un élément déterminant de la capacité de réaction de l'État dans la gestion de la crise. Alors nous ne sommes pas chez les Républicains pour le repli national en matière économique. Notre industrie comme notre agriculture ont besoin de se tourner vers le monde. C'est ce qui a fait toute leur histoire, c'est ce qui fait toute leur grandeur et c'est ce qui fait la richesse d'un pays comme le nôtre. Mais arrêtons de laisser filer notre appareil productif au gré de fusions-acquisitions qui sacrifient nos outils industriels. Arrêtons de croire que les investisseurs n'ont pas de passeport, comme je l'ai si souvent entendu depuis 2 ans. Nous en payons aujourd'hui le prix fort. Alors, à l'heure où même la grande distribution, Monsieur le Premier ministre, conseille d'acheter français, allez-vous demander à vos services de changer enfin de logiciel pour soutenir par l'achat nos propres industries? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marleix. Fort heureusement, nous n'avons pas attendu cette crise pour nous apercevoir que l'industrie était un élément central de notre politique économique. Et je veux rappeler ici que c'est ce gouvernement qui a permis de recréer de l'emploi industriel en France, puisque, comme vous le savez, et de manière continue, de 2000 à 2016, on a effectivement cassé l'appareil industriel français avec la suppression d'1 million d'emplois industriels. En 2017, en 2018 et en 2019, on a recréé de l'emploi industriel. Ça, ce sont les faits. En 2018, on est le premier pays européen pour les investissements étrangers pour les projets industriels, sur la plus haute marge du pétrole, avec 330 projets contre 150 en Allemagne et 200 en Turquie. Ça, ce sont les faits. Et c'est comme ça que nous continuons à travailler. Comment a-t-on mobilisé l'industrie sur les respirateurs? Comment a-t-on mobilisé l'industrie sur les masques? Comment mobilisons-nous aujourd'hui l'industrie sur
sur les médicaments ou sur d'autres sujets comme les blues, puisque tout le monde est au travail et je veux remercier ici les équipes de la Direction générale des entreprises et de la Direction générale de la santé qui, je peux vous dire, achètent français quand elles le peuvent. S'agissant maintenant de votre question, figurez-vous que moi j'ai demandé, depuis le mois de juin, nous animons un comité des acheteurs publics et privés pour mettre en place de manière obligatoire des clauses sociales et environnementales dans tous les contrats publics. Donc on n'a pas attendu cette crise pour s'en apercevoir. Et ces clauses, elles ont vocation à être mises dans les cahiers des charges administratives générales. On considérera que le pacte productif qui devait être présenté au mois d'avril a été freiné, mais c'est clairement un des éléments structurants de ce pacte productif et je pense que la crise que nous traversons permettront de raffermir encore ces dispositifs. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Je crois qu'il restait... J'avais quelques secondes pour répondre. Je voudrais d'abord faire remarquer à Madame la Ministre que visiblement elle n'a pas été entendue. Donc si elle peut passer le message à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, elle sera la bienvenue. Et puis je vais essayer de le dire avec calme compte tenu des circonstances. Mais ce ne sont pas ceux qui ont laissé filer Alstom, Alcatel, Technip. Ce ne sont pas ceux qui avaient pour projet la privatisation d'ADP ou le démantèlement d'EDF ou celui de GDF, qui sont les mieux placés pour nous rassurer sur l'attention qu'ils portent au patriotisme économique et à l'industrie française. Merci, monsieur le député. Nous allons terminer cette séance avec des questions portant sur des thèmes divers, toujours en lien avec la crise sanitaire. La parole est à madame Charlotte Lecoq pour monsieur Morenas. Merci, monsieur le président. C'est la question de mon collègue Adrien Morenas qui a souhaité y associer le député Yves Daniel et cette question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, alors que la crise sanitaire du Covid-19 frappe nos contrées, nos agriculteurs, héros du quotidien, ne désarment pas afin de continuer coûte que coûte à remplir leur mission vitale pour notre pays, nous nourrir. Calamités agricoles dans certains départements, manque de main-d'œuvre, fermeture de marchés alimentaires, chute des demandes concernant les produits frais alors que le printemps arrive, la liste est longue. À l'autre bout de la chaîne d'approvisionnement, les Français craignent parfois la pénurie alimentaire. Monsieur le ministre, au regard de cette situation inédite de crise sanitaire et économique, le député Adrien Morenas souhaite vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous nous détailler comment le gouvernement compte aider nos agriculteurs, locomotive essentielle de notre chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans le cadre de l'emploi de personnel saisonnier, que ce soit en termes de soutien aux filières comme de contrôle du marché national face aux dérives financières sur les prix. Et enfin, de par les dispositions qui seront prises en direction des banques comme des assurances, afin de soutenir nos agriculteurs dont la tâche n'est jamais facile. Monsieur le ministre, pouvez-vous rassurer à nouveau les Français sur notre capacité collective à assurer la pérennité des chaînes d'approvisionnement alimentaire? Merci. Merci. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Madame la députée, je peux vous dire maintenant qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire dans notre pays. La priorité numéro 1, évidemment, c'est la santé de nos concitoyens. C'est lutter pour la santé de nos concitoyens. C'est ce que fait quotidiennement, jour et nuit, le Premier ministre, le ministre de la Santé, qui essaie de rassurer, de prendre des mesures qui vont faire en sorte que le Covid-19, que cette guerre soit gagnée. Mais la deuxième priorité, c'est que nos concitoyens puissent se nourrir de façon la plus diversifiée possible, la plus équilibrée possible. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième ligne, comme l'a appelé le président de la République, est sur place. Vous évoquez les agriculteurs, je veux les saluer vraiment. Ils sont parfois critiqués injustement. Mais là, nous nous apercevons que nous avons besoin d'eux pour produire de l'alimentation de qualité. Et puis, c'est toute la chaîne alimentaire dont nous avons la responsabilité qu'elle tienne. Et elle tient. Après les agriculteurs, je voudrais saluer les entreprises intermédiaires, les entreprises d'agroalimentaire, nos PME, nos TPE, la coopération agricole, qui sont parfois montrées du doigt, mais qui travaillent là en 3-8, jour et nuit bien souvent. Et je veux saluer tous ces travailleurs de l'ombre qui sont à leur poste et qui permettent de transformer les produits de l'agriculture pour être dans nos assiettes. Et puis, enfin, au bout de la chaîne, à l'aval, il y a tous les commerces de proximité, les commerces alimentaires, les GMS qui sont parfois vilipendés. Mais aujourd'hui, elles ont agi pour faire en sorte que cela fonctionne. Et je veux saluer tous les salariés, toutes les caissières, tous ceux qui mettent dans les rayons, parce que sans eux, cette chaîne alimentaire ne tiendrait pas. Il n'y aura pas de pénurie alimentaire
parce que la production est là, la chaîne alimentaire tient, elle ne sera pas rompue. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, tous les jours, avec mon collègue Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Djebari, nous travaillons pour assurer cette continuité, et notamment au travers de la logistique et des transports. Avec Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, nous avons mis en place une plateforme permettant à celles et ceux de nos concitoyens, dans le cadre des mesures de sécurité sanitaire, qui voudraient aller travailler en agriculture, de pouvoir le faire. Enfin, j'ai interpellé l'Union européenne pour que l'Union européenne nous aide dans les filières en difficulté, comme par exemple la pêche, qui est une filière en grande difficulté, et comme l'horticulture également, et comme d'autres, mais j'aurai l'occasion d'en parler plus avant une prochaine fois. En tout cas, soyez assurée, Madame la députée, qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire, que la chaîne alimentaire tient, et que nos concitoyens doivent s'alimenter en mangeant du poisson, en mangeant des produits frais, des fruits, des légumes. Et lorsque le Premier ministre ferme les marchés, il les ferme par mesure de sécurité, et ceux qui réouvrent le font dans le cadre des distanciations sociales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je vais vous lire une question de Sophie Oconi, députée du groupe UDI Agir et Indépendants, donc députée d'Indre-et-Loire. Monsieur le Ministre, pour certains ou certaines d'entre nous, adultes comme enfants, le confinement se révèle être un véritable cauchemar. Et le foyer devient tout bonnement le lieu de leur séquestration légale. 10 jours après le début du confinement, les interventions de la gendarmerie suite à des violences intrafamiliales ont augmenté de 32%. Les services du 3919 numéro d'urgence sont maintenus et nous remercions vivement les écoutants qui poursuivent leur mission. Le numéro d'urgence est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Or, nous savons malheureusement que les violences interviennent majoritairement le soir et le week-end. Cette aide intervient d'ailleurs aux mêmes horaires que les pharmacies, dont nous saluons vivement l'initiative mise en place pour venir en aide aux victimes de violences. Alors que le message national est « Restez chez vous », nous devons être vigilants et rappeler à toutes les victimes de violences qu'il est interdit de sortir, mais qu'il est autorisé de fuir. Monsieur le ministre de l'Intérieur, comment fuir un conjoint violent, surtout avec des enfants, quand les proches susceptibles d'offrir un refuge sont loin, quand les transports sont aléatoires, quand les hébergements d'urgence structurellement débordés peuvent difficilement garantir des conditions de sécurité correctes face au virus. De la même manière, si l'accompagnement des victimes peut toujours être assuré par les services de police, est-il encore possible, compte tenu de l'état de nos hôpitaux, d'y faire établir des constats médicaux de corps et de coups et violences sexuelles? Chaque jour, le décompte glaçant des victimes du coronavirus a remplacé celui des féminicides. Nous connaissons l'engagement du gouvernement sur ce sujet et les récentes avancées en la matière. C'est pourquoi nous vous demandons quels sont les moyens que vous comptez mettre en œuvre urgemment pour protéger ces victimes de leurs tyrans. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Vous avez raison, le confinement est nécessaire pour lutter contre le Covid-19, mais il est un terreau qui peut conduire à des violences infrafamiliales qui sont évidemment un combat que nous devons mener en permanence. Comme j'ai 2 questions, je me permettrai d'évoquer la réponse directe du ministère de l'Intérieur après avoir réaffirmé le combat interministériel que nous devons mener sous l'autorité du Premier ministre. Et ce combat, nous devons le mener sur l'ensemble des champs qui permettent justement de lutter contre le risque, contre la souffrance, contre la violence. Il est évident que nous devons agir de façon la plus transversale possible. C'est la raison pour laquelle Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de ces sujets pour les violences faites aux femmes, a évoqué dès hier un plan d'action avec plus d'1 million d'euros mobilisé pour accompagner les associations qui sont là, sur le terrain, aux côtés des victimes, pour augmenter les places d'hôtel. Et vous avez raison, c'est nécessaire d'avoir des réponses d'urgence, soit pour l'éloignement du conjoint violent, soit pour la mise à l'abri des victimes qui le souhaitent. Et elle a aussi évoqué la nécessité de créer des points d'accompagnement dans des lieux
du commun, celui du quotidien, qui peut permettre justement à une femme victime de violence, alors même qu'elle est enfermée chez soi, de profiter d'un moment d'une sortie pour passer l'alerte. De la même façon, Adrien Taquet, avec lequel nous avions une réunion de travail ce matin, porte aussi sur l'accompagnement des enfants au sein des familles pour lutter contre les maltraitances, et notamment pour favoriser la vigilance collective et la possibilité de faire connaître le numéro d'appel 119 pour que chaque enfant victime puisse aussi pousser un cri d'alerte et être protégé. Et enfin, la garde des Sceaux l'a rappelé, et c'est un principe absolu. Même dans le combat que nous devons mener contre le Covid-19, il n'est pas question de baisser la garde. Et nous devons mobiliser notamment la justice pour le traitement des affaires de violence intrafamiliale, qui reste une priorité et pour les audiences de comparution immédiate. Voilà, monsieur le député, quelques éléments de réponse que je compléterai à l'instant, parce que nous devons faire en sorte que le silence ne soit jamais le complice de l'inacceptable. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Charlotte Lecoq. Merci, monsieur le président. Donc, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et j'y associe également mon collègue Guillaume Gouffier-Cha. Effectivement, cette question est proche de celle de Thierry Benoît. Monsieur le ministre, donc, ma question porte sur les violences conjugales et intrafamiliales. En cette période de confinement, les tensions dans les foyers peuvent se renforcer. La promiscuité dans les domiciles, l'absence de soupapes et d'échappatoires, les conduites addictives aggravent immanquablement des situations fragiles. Les femmes, mais également les enfants, en sont les premières victimes potentielles. C'est pourquoi il est indispensable de maintenir plus que jamais notre mobilisation contre les violences conjugales et intrafamiliales. Alors que ces victimes rencontreront des difficultés pour se protéger ou fuir de ces violences, comment mettre fin à leur calvaire et comment agir contre les auteurs? Comment rendre possible pour ces femmes et ces enfants d'appeler à l'aide malgré les contraintes de sortie imposées par le confinement et l'omniprésence de leur agresseur? Comment avant tout accompagner les familles pour prévenir ce risque et éviter qu'une situation dégradée ne bascule dans la violence? Comment libérer la parole et apaiser des situations conflictuelles dans les foyers? Et enfin, monsieur le ministre, comment chacun de nous, chaque citoyen, peut-il apporter son aide à ces personnes? Car même en période de confinement, il est de notre devoir à tous de ne pas fermer les yeux. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président. Madame la députée, je l'ai dit, nous devons tous être mobilisés. Mais le ministère de l'Intérieur a évidemment une responsabilité particulière pour répondre aux urgences. Ça a été évoqué par Thierry Benoît la semaine dernière. Je donnais le chiffre de 32% en zone gendarmerie et de 36% en zone de la préfecture de police d'augmentation des interventions de nos forces de sécurité intérieure sur ce sujet. Attention, ça ne veut pas dire d'augmentation des violences. Je parle bien des interventions et comme des interprétations ont été faites sur ce chiffre, il faut préciser cela. Mais nous devons aller plus loin encore, compte tenu justement des circonstances exceptionnelles que vous évoquez. Bien sûr, il y a la plateforme Internet pour avoir un portail de signalement ouvert 24 heures sur 24 avec des policiers ou des gendarmes qui répondent 24 heures sur 24 aux sollicitations. Mais j'ai, dès la semaine dernière, envoyé des instructions spécifiques aux policiers, aux gendarmes de notre pays pour qu'un certain nombre de mesures soient mises en œuvre, notamment par exemple les appels d'initiative, ce qui n'est pas l'usage habituel. Mais un policier, un gendarme peut appeler une femme dont on sait qu'elle est en risque, même si la procédure n'a pas fait en sorte qu'elle soit séparée de son conjoint ou parce qu'elle n'a pas porté plainte, parce qu'elle ne l'a pas souhaité. Un appel, une alerte, une urgence, nous intervenons. Ça a été le cas hier dans la commune d'Anneuillen, où après un appel badin de discussion, le gendarme a compris qu'il y avait un risque. Les gendarmes sont intervenus et nous avons mis à disposition de la justice en vue d'une comparution immédiate un mari violent. De la même façon, nous avons sollicité avec l'ordre des médecins, des pharmaciens, la mobilisation des pharmacies dans ce lieu de proximité où on peut donner une alerte. Et à ce moment-là, les consignes sont simples. Immédiatement, on appelle les forces de sécurité intérieure, policiers ou gendarmes. Ils interviennent immédiatement. Les instructions ont été claires. Hier à Nancy, un cas a pu être signalé ainsi et nos forces ont pu intervenir immédiatement. Mais nous devons aller encore plus loin, Madame la députée, parce qu'il y a Internet, il y a le fait de sortir, mais quelquefois c'est impossible. Et je souhaite vous annoncer qu'en lien avec mes collègues du gouvernement, nous mettrons en place, à partir de demain, la possibilité de donner l'alerte par simple texto, pour que le texto puisse donner une alerte et qu'ensuite les forces de sécurité intérieure interviennent. C'est une proposition d'ailleurs construite avec Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui m'a signalé la disponibilité du 114 et de la plateforme qui est gérée par des services hospitaliers de Grenoble et qui nous permettra là aussi, par le 114, de donner l'alerte par simple texto, parce qu'en aucun cas,
Le confinement doit être l'empêchement et le fait de laisser des violences conjugales ou des violences intrafamiliales. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Lecoq, pour la question de Madame Anne Genetet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc cette question de ma collègue Anne Genetet associe également les députés Roland Lescure et Christophe Despompéo et s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur le sort de nos compatriotes qui sont actuellement bloqués à l'étranger. La pandémie que nous connaissons aujourd'hui concerne tous les pays et pour en limiter la propagation, nombre d'entre eux ont fermé leurs frontières sans préavis, plongeant brutalement plus de 130 000 de nos compatriotes dans l'impossibilité de regagner notre pays. Les agents de votre ministère, Monsieur le Ministre, ont répondu à cette situation aussi complexe que soudaine, avec une abnégation et un sang-froid admirables. Ils sont l'honneur de la France et au nom de la représentation nationale, Madame Genetet tient à les remercier. En ce mardi 31 mars, ils ont assuré le retour de plus de 100 000 citoyens français dits de passage, en visite touristique ou professionnelle. Et tandis qu'ils redoublent d'efforts pour construire des solutions, Anne Genetet voudrait signaler que certaines compagnies aériennes, malgré votre demande de modération, ont cherché opportunément à profiter de la situation avec des prix de billets en classe éco très au-delà des tarifs habituellement observés. Cette situation est inacceptable et vous l'avez dit vous-même, on s'en souviendra et les Français aussi. Monsieur le ministre, Anne Genetet souhaiterait dès lors vous poser ces 3 questions. Quels sont les moyens que l'État met en œuvre pour ramener ces Français de passage toujours bloqués à l'étranger? Quel est le pouvoir de l'État dans ces négociations avec les compagnies aériennes pour qu'elles proposent des vols commerciaux à prix coûtant? Et enfin, comment la France peut aider ces autres naufragés du Covid, ces compatriotes qui ont perdu leur titre de séjour parce qu'il était lié à un emploi brutalement supprimé par la crise, et en particulier nos jeunes en visa vacances-travail en Australie et Nouvelle-Zélande, dont beaucoup se retrouvent aujourd'hui sans ressources. Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée, vous avez fixé le cadre. Fermeture des aéroports, fermeture des frontières, disparition progressive des lignes régulières, tout cela généralement de manière brutale, fermeture des espaces aériens, avec pour résultat 130 000 de nos compatriotes bloqués, souvent d'ailleurs brutalement et sans avoir une capacité de réagir rapidement. Je pense aux 20 000 Français qui étaient au Maroc il y a encore 10 jours. Face à cela, nous avons mis en place un dispositif exceptionnel, indispensable, parce que ces 130 000 ressortissants français étaient localisés dans 140 pays différents. Et je dois vous dire que chaque pays, c'est un problème. Généralement, c'est un problème complexe. Et nous avons mis en œuvre un dispositif qui fait que, avec la collaboration étroite du ministère des Transports, du centre de crise du Quai d'Orsay et d'Air France, qui je veux rendre hommage ici pour sa disponibilité et sa coopération, un dispositif qui permet à la fois de maintenir autant que faire se peut les vols réguliers, mais il faut à chaque fois une autorisation, à la fois de créer des vols spéciaux dans des prix mesurés et modérés, et troisièmement, et nous le faisons de plus en plus, nous affrétons nous-mêmes, c'est-à-dire l'État affrète des vols dans tous les pays, y compris des vols intérieurs, dans chacun des pays. Je pense aux Philippines, je pense au Pérou en particulier, où il y a des Français qui sont dans d'autres villes que la capitale, pour les ramener le plus rapidement possible sur le territoire national. Il restait hier soir environ 10 000 de nos compatriotes qui étaient dans l'impossibilité de revenir, mais nous irons jusqu'au bout du traitement de chaque situation, il faut qu'ils le sachent, même si c'est parfois un peu long, c'est toujours très complexe. Je pense au Vanuatu, je pense au Népal, je pense au Guatemala, à d'autres pays de ce type qui sont très compliqués. L'autre question que Mme Genetet pose est différente, c'est celle des PVT en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils ne font pas partie de ces 130 000. C'est un sujet sur lequel je m'expliquerai avec elle et nous allons trouver des solutions pour éviter à ces jeunes-là, des PVT, d'avoir les conséquences trop graves du confinement qui s'est installé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. J'ai reçu, en application des articles LO 176 et LO 179 du Code électoral, une communication du ministre de l'Intérieur en date du 30 mars 2020 m'informant du remplacement de notre regretté collègue Jean-François Cesarini par Madame Souad Zitouni.
Je vous remercie de sortir de manière échelonnée. Prochaine séance, mardi 7 avril à 15 h. Questions au gouvernement. La séance est levée.